à ceux qui viennent de nous rejoindre, on va pouvoir continuer sur les tables rondes. En fait, c'est l'avant-dernière. Donc celle-là est sur le thème de la prostitution, louer son corps à la prostitution. Je voudrais juste rappeler, c'est vrai que j'ai oublié parfois de le dire, que la totalité des rencontres, de nos rendez-vous, en fait, tous sont filmés par nos amis de Stras TV et que vous pouvez déjà les retrouver sur notre site internet. Ça sera aussi sur le site de France Culture, notre partenaire. Voilà. Je vais passer le micro à Emmanuel Abella, qui va animer cette table ronde. Et vous, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas Najet Vallaud-Belkacem qui est notre grand témoin, mais quelqu'un qui la remplace très très bien, c'est Israël Nissan. Et d'ailleurs, qui a voulu cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau débat sur louer son corps, la prostitution. Je vais vous présenter les invités en partant de ma droite. Tout à droite, il y a donc Isabelle Collot, coordinatrice départementale du Mouvement du Nid à Strasbourg. Nous sommes également en présence de Grégoire Théry, représentant de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme auprès de l'Union européenne, secrétaire général du Mouvement du Nid à Paris. Pour mémoire, le Mouvement du Nid, c'est une association française créée dans les années 30 qui milite pour une société sans prostitution, favorable donc à la pénalisation des clients. À ma droite, donc en remplacement de Madame la Ministre, Israël Nissan, donc vice-président du Forum européen de bioéthique. À ma gauche, bonjour Madame Muriel Salmona, docteur donc psychiatre, psychothérapeute, chercheuse et formatrice en psychotraumatologie et en victimologie, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Vous allez publier dans très peu de temps un ouvrage chez Duno, le livre noir des violences sexuelles. On sera naturellement dans la thématique dans très peu de temps. Et tout à ma gauche, Madame Ruth Wolf-Bonsirven, vous êtes pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Moselle, en fonction d'inspectrice ecclésiastique, féministe. Vous animez notamment un groupe de femmes de différentes religions et cultures, et vous faites partie du groupe de travail sur le mariage pour tous dans les églises protestantes. Alors, le sujet est naturellement sensible. Nous allons faire tourner la parole parmi nos invités. Très rapidement, je souhaiterais que vous puissiez naturellement interagir. On va entamer le débat par éventuellement quelques données chiffrées, si vous voulez bien. Aujourd'hui, la prostitution en France, c'est 18 000 à 20 000 prostituées de rue en France. C'est naturellement une estimation. Un chiffre qui est intéressant, c'est 80%, ça concerne 80% des femmes. Autre chiffre intéressant, 90% de personnes d'origine étrangère, donc sont concernées par la prostitution. On assiste à une évolution de la prostitution traditionnelle qui laisse place à d'autres formes de prostitution. On dénombre à peu près 10 000 annonces d'escorting, donc les escort girls sur Internet. On constate également une augmentation de la pratique étudiante et une organisation naturellement accrue des réseaux de prostitution en France. Beaucoup de sujets qu'on va pouvoir évoquer ensemble. Alors je voudrais lancer un premier tour de table très ouvert. Deux questions qui vont naturellement nous engager assez longuement dans le débat. La première, la prostitution est-elle une activité sexuelle comme une autre? La question naturellement fera réagir. Et la deuxième, qui est intimement liée, la prostitution est-elle une activité professionnelle comme une autre? Et si ce n'est le cas, est-il possible de l'encadrer? Qu'est-ce qui voudrait démarrer? Isabelle Collot, éventuellement? Eh bien, oui, bonjour, merci de nous avoir invités. Vous aviez vu le titre « Louer son corps, la prostitution ». Et dès la lecture du titre, je me suis interrogée, moi je me suis dit, eh bien voilà, une fois de plus, on pose cette question à partir de la personne prostituée, puisqu'on parle de louer son corps, donc non pas de l'acheteur, du client prostitueur, mais on regarde cet aspect à travers la personne prostituée.
Donc, je pense que c'était interpellant, du moins ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de se rendre compte que la prostitution n'est pas une affaire individuelle entre deux personnes, mais il s'agit là d'un commerce du sexe où sont en jeu des notions de pouvoir et d'argent. La prostitution n'est pas une démarche purement libre. Par le fait que les actes sexuels sont monnayés, on entre dans une dimension de mondialisation de la sexualité, donc qui concerne un projet de société, d'où l'importance de ce débat aujourd'hui. Monsieur Théry. Alors pour répondre à vos deux questions, une activité sexuelle comme une autre ou une activité professionnelle comme une autre, je réponds non. Dans les deux cas, ni une activité sexuelle comme une autre, ni une activité professionnelle comme une autre. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord prendre en compte, et c'est l'expérience d'une association comme la nôtre qui rencontre plus de 5000 personnes prostituées par an sur l'ensemble du territoire dans 32 villes, que la prostitution, c'est d'abord une violence. Cette violence, elle intervient avant la prostitution, elle intervient pendant et elle intervient après. Alors très rapidement, avant, parce que malheureusement, une très grande majorité des personnes prostituées que nous rencontrons sur les lieux de prostitution ou dans nos permanences d'accueil ont subi des violences sexuelles avant l'entrée dans la prostitution et qui vont, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais permettre cette dissociation et le fait de mettre son corps au service des autres. Et puis, violence surtout en soi de la prostitution. Alors la violence, vous pouvez l'imaginer, celle des agressions, celle du stigmate, celle des insultes, mais surtout la violence en soi, d'actes sexuels qui ne sont jamais désirés, même lorsqu'ils sont consentis. La prostitution, ce sont d'abord des actes sexuels imposés par l'argent. Et donc aujourd'hui, de la même manière qu'on condamne tout acte sexuel imposé par la contrainte, par exemple dans le cadre du viol, imposé par un rapport d'inégalité ou d'autorité dans le cadre de la pédophilie ou du harcèlement sexuel, on doit aussi pouvoir interdire tout acte sexuel qui est imposé par l'argent, celui du client prostitueur, et qui est non seulement imposé par l'argent, mais qui en plus, en exploitant les vulnérabilités et la précarité des autres. Donc pour cette simple première raison, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais parce que la prostitution est toujours en soi une violence, un acte sexuel imposé par l'argent. Donc non, la prostitution ne peut évidemment pas être une activité sexuelle comme une autre, et encore moins une activité professionnelle. Mes questions étaient volontairement provocatrices pour obtenir ce genre de réponse, naturellement. Alors, j'aurais envie d'enchaîner avec vous, Madame Salmona, puisque la question de la violence, vous apportez votre expertise sur ces questions-là. Oui, alors donc je m'occupe de victimes de violences depuis plus de 20 ans, donc j'ai développé une grosse expertise, et c'est vrai que dans le cadre de la prostitution, la violence est omniprésente, répétée. Là, comme on vient de le dire, elle démarre tôt dans l'enfance avec des agressions sexuelles et des viols dès la petite enfance. C'est des chiffres énormes, puisque c'est, suivant toutes les études internationales, de 60 à 90% des personnes qui sont en situation prostitutionnelle qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance. Et en fait, elles ont donc subi des très graves atteintes à leurs droits, des très graves atteintes à leur intégrité physique et à la fois psychique et physique. Et ces atteintes-là, avec les conséquences psychotraumatiques qu'elles vont développer, puisque les violences sexuelles, c'est les violences qui entraînent les plus graves conséquences psychotraumatiques, elles vont avoir des troubles qui vont permettre de les instrumentaliser et de les utiliser dans le cadre de la situation prostitutionnelle. Donc la situation prostitutionnelle, en fait, surfe sur de très graves atteintes aux droits, de très graves atteintes aussi à l'égalité homme-femme, et avec toute une discrimination qui est mise en place. Donc c'est une affaire de droit, d'atteinte aux droits, et du coup, dans ce cadre-là, la liberté ne peut pas être mise en avant, puisque la liberté n'existe que dans un cadre d'égalité de droits. Et aussi une atteinte à la santé. Et c'est vrai que si jamais on était dans une société qui ne tolérait pas les violences sexuelles, ce n'est pas du désir sexuel, hein, c'est que de la violence et une volonté de dominer et de soumettre l'autre et d'exercer
des tortures, si en fait on ne tolérait pas ces violences-là, on n'aurait pas en fait toute une population de jeunes femmes qui ont subi des violences sexuelles très importantes, qui n'ont pas été identifiées, qui n'ont pas été protégées, auxquelles on n'a pas rendu justice, et qui se retrouvent à devoir survivre comme elles peuvent à des traumas et des conséquences traumatiques très importantes, qui vont les mettre en situation de très grande vulnérabilité. Donc si déjà on agissait contre les violences sexuelles, on ne serait pas dans cette situation-là. Et elles vont passer de violences sexuelles exercées le plus souvent à l'intérieur de leur famille ou par des proches, 80%, à des violences sexuelles qui vont être imposées par des proxénètes, dans le cadre de la traite aussi, mais aussi par les clients. Autour de 60 à 70% des personnes prostituées sont violées pendant la situation prostitutionnelle. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, et c'est bien ça qu'il va falloir vraiment modifier, et aussi voir à quel point les violences sexuelles sont fréquentes. Vous avez entendu des chiffres, on parle de 75 000 femmes violées en France par an, mais on ne parle pas du chiffre des mineurs violés, puisqu'il y a plus de... en fait, dans le cadre des viols, près de 60% des viols sont commis sur des mineurs. Et c'est là où il faut agir et vraiment contrer cette violence, qui est une violence qui entraîne des troubles dissociatifs, on en a parlé, une mémoire traumatique, qui est une sorte de torture qui va faire revivre les violences continuellement. Et ces jeunes femmes sont colonisées par les violences et colonisées par un discours, une mise en scène qu'elles ont subie dans l'enfance, qui va leur dire « tu n'as aucune valeur, ton corps il appartient à tout le monde, tu peux subir les pires violences, c'est ton destin, c'est normal ». Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Alors moi, je ne sais pas du tout à quelle parole je suis convoquée. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je suis l'étrangère de service parce que je suis du domaine du religieux. Alors, je remercie les organisateurs d'avoir osé, tout au fil de ces débats de cette semaine, de convier aussi des personnalités du monde religieux, parce que c'est une voix extérieure. J'ai entendu des spécialistes de la question qui nous est posée, et je vous remercie beaucoup. Moi, je ne suis pas spécialiste de la prostitution, on n'en voit pas trop en église, en tout cas, elle ne se distingue pas spécialement. Mais par contre, je suis femme, je suis féministe, et je défends la position des femmes, surtout lorsqu'elles sont victimes à tous les niveaux. Donc, je me sens aussi très concernée par cette question-là. Alors la question de la prostitution, c'est pour moi d'abord une question de non-respect de l'intégrité de la personne et de tout ce que ça signifie. Alors je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse, si ça apparaît au fil de vos questions sur le positionnement biblique en matière de sexualité, d'intégrité de la personne sujet, du sujet parlant, de ceux qui n'ont plus accès à la parole, et c'est le cas de ces prostituées. Voilà. J'avais une question à vous poser, notamment sur une figure néo-testamentaire. Il s'agit de Marie des Magdala, Marie-Madeleine, qu'on associe parfois à une prostituée, on ne sait pas vraiment, puisqu'on la confond avec la pécheresse repentie. Elle est quand même la deuxième figure féminine dans le Nouveau Testament, les témoins de la résurrection du Christ. Cette présence-là, de cette figure qu'on voit apparaître naturellement dans l'iconographie médiévale avec sa longue chevelure qui rappelle son état de péché antérieur, qu'est-ce qu'il peut nous dire de la perception qu'on a aujourd'hui de la prostituée dans l'Occident en général? Alors je ne sais pas si le personnage de Marie-Madeleine peut nous dire quelque chose de plus spécialement sur la prostituée et la figure de la pécheresse dans nos représentations. Par contre, ce que je sais, c'est que les prostituées ne sont pas particulièrement stigmatisées dans la Bible. Et ce, dans le Premier Testament comme dans le Nouveau Testament. Je peux même dire, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop, que dans la lignée de Jésus, vous savez, au début d'un des évangiles est donnée une généalogie de Jésus, et c'est chaque fois, et un homme engendra un fils, et ce fils engendra, etc. Donc c'est toute une lignée d'hommes, et dans toute cette lignée d'hommes, il y a 5 femmes, et parmi ces 5 femmes, il y a une prostituée, et elle est nommée. Et
Donc ça ne fait pas un pli. Jésus, dans son arbre généalogique, avait une prostituée. Donc ça parle déjà pour comment on considérait les personnes. Ce n'était pas quelque chose qui était mis de côté. Et d'ailleurs, les autres femmes qui sont dans la généalogie de Jésus ne sont pas non plus au départ inscrites dans un couple régulier comme il faut, etc. Il y en a deux qui se donnent à un homme pour avoir un statut social, etc. Donc, c'est ça que j'aimerais retenir. Donc, il n'y a pas de figure de la pécheresse, la prostituée, ce n'est pas ça dans la Bible. D'accord. Monsieur Lisan, vous avez souhaité initier ce débat. Vous êtes là en grand témoin. Une première réaction à ce premier tour de table? Alors, ma première réaction, c'est de constater qu'il y a deux personnes absentes autour de cette table, et pas des moindres. La ministre de la Condition féminine et Chloé Navarro, qui nous avait promis qu'elle venait, mais la ministre également nous avait promis qu'elle venait. La ministre souhaite, et beaucoup de monde avec elle, modifier la loi et pénaliser les clients. Et je dois dire que depuis un moment, cette question me tracasse, et au fil de mes rencontres, et c'est pour ça que je suis que grand témoin et pas du tout expert de cette question, et que j'ai plein de questions en attente de réponses sur cette question, je me demande du fond du cœur si on a raison de changer la loi et de pénaliser les clients. Et au fil de mes rencontres, tout d'un coup je rencontre Muriel Salmona qui en 2 heures a réussi à me convaincre que oui, il faut pénaliser. Puis je rencontre des patientes qui sont des prostituées. Certaines d'entre elles sont les êtres les plus malheureux du monde et vivent effectivement ce que vous avez raconté, à savoir une coercition et une sorte d'esclavage sur leur corps. Mais d'autres disent, mais qu'est-ce qu'on nous veut? On fait un travail comme les autres. Ceux qui livrent leur cerveau, leur force physique ou leur vie dans le cadre des soldats dans les armées françaises, on vient pas, on les paye plus, quand ils risquent leur vie on les paye plus, mais on paye ce risque-là. Et donc pourquoi le travail sexuel, si j'ose dire, c'est les termes qui sont utilisés malheureusement par les gens, par exemple du syndicat des travailleurs sexuels qu'on avait contacté, disent mais pourquoi ce travail-là serait plus maudit que les autres? Il ne s'agit rien d'autre que de la stigmatisation et de l'austérité et de la volonté de ranger la prostitution et la sexualité derrière les grilles et de l'incarcérer. Mais il se trouve que pour avoir travaillé, je terminerai là-dessus, sur la pornographie et sur les conséquences de la pornographie sur notre société, en particulier sur les jeunes. La pornographie, c'est une expression de la prostitution, elle n'existe que par la prostitution. Je me rends compte aussi que tout ce mécanisme qui est rattrapé par le marché, qui est rattrapé par l'argent, vient s'imposer à toute une société comme la nôtre, et que peut-être ça mérite la réflexion qu'on a aujourd'hui. Donc je suis vraiment là en tant que grand témoin, je me pose 1000 questions, et je dois dire que au hasard de mes rencontres, je suis bousculé d'un bord à l'autre de mon opinion, et c'est pour ça que je trouvais que c'était un petit peu dommage que la personne qui s'apprête à légiférer pour la France ne soit pas là, elle s'est excusée mercredi, et que la personne qui était là pour nous dire c'est un travail comme les autres ne soit pas là non plus. Alors parmi les farouches opposants à ce changement de loi, on peut trouver notamment la personne d'Elisabeth Badinter, qui affirme que la liberté des femmes, c'est aussi celle de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Du côté du mouvement du NI, que répond-on à cela? Et puis, de manière plus générale, puisque finalement on a besoin de quelqu'un qui va se faire un petit peu l'avocat de la prostitution, je ne sais pas si c'est du diable, qu'en est-il de la notion de liberté, justement? Et puis je rajouterai à ça la notion de nécessité. Sur la liberté, je crois qu'il faut dire quelque chose qui est très simple. Une sexualité libre, c'est une sexualité qui est libérée des injonctions morales, on est d'accord, il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Une sexualité libre, c'est aussi une sexualité qui est libérée des violences. On ne parle pas de sexualité dans le cadre du viol ou du harcèlement sexuel. Et une sexualité libre, c'est une sexualité qui est libérée des inégalités du marché. Donc la liberté sexuelle, c'est l'abolition de la prostitution, parce que pouvoir véritablement exercer sa liberté dans le domaine de la sexualité,
C'est tout sauf devoir enchaîner des rapports sexuels qu'on n'a pas désirés pour payer son loyer ou pour payer l'éducation de ses enfants. La liberté sexuelle, ça passe justement par le fait de faire tomber toutes ces entraves à la liberté. Et comme vous l'aviez souligné, vous avez au moins posé cette question du champ du marché, je crois qu'une des questions qui se pose dans un cadre éthique ou bioéthique, c'est de se demander, est-ce que nous souhaitons que la sexualité fasse partie, et que le corps humain fasse partie du champ du marché? Alors, juste à ce propos, effectivement, j'ai entendu, il y a d'autres métiers, nous sommes tous soumis à la logique du marché, nous sommes salariés, nous sommes employeurs, nous devons remplir nos paniers de courses, etc. Certes, mais la question c'est de savoir, est-ce que la sexualité doit rentrer? Est-ce que tout doit rentrer dans ce champ du marché? Moi, j'entends des gens qui se battent pour que l'éducation, les services publics, l'accès à l'eau ne fassent pas partie du champ du marché, mais certaines de ces personnes ne sont absolument pas choquées par le fait que le corps des femmes, lui, fasse partie de ce champ du marché, et que donc très concrètement, des personnes en soient réduites à devoir se prostituer pour vivre ou pour survivre. Et du coup, je vais terminer là-dessus, ça pose une question qui est essentielle, et qui est la question du consentement, et qui est aussi une question importante pour la bioéthique. Mais là, je voudrais rappeler quelque chose. Il y a des personnes qui consentent à se prostituer, évidemment. Mais je rappelle aussi qu'il y a des personnes qui consentent à travailler pour moins que le salaire minimal. Il y a des personnes qui consentent à se séparer d'un organe pour gagner de l'argent, pour vivre et pour survivre. Pourquoi que fait la France? La France ne les condamne pas, ces personnes qui consentent à travailler pour moins que le SMIC ou à se séparer d'un organe. Par contre, elle condamne les personnes prostituées au titre de l'hydracolage. Par contre, la France condamne ceux qui vont exploiter cette vulnérabilité, ceux qui vont exploiter ce contexte de précarité qui amène la personne, certes librement, de manière rationnelle, à consentir. Nous disons la même chose pour la prostitution. Toutes les personnes prostituées ne sont pas des esclaves, ce n'est pas ce que nous disons, mais toutes les personnes prostituées vivent dans une société qui est la nôtre, et qui est inégalitaire, et où certaines et certains sont réduits à sacrifier leur intimité et leur vie sexuelle pour vivre et pour survivre. Et donc il faut aller au-delà de cette question du consentement, parce que la véritable liberté, ce n'est pas une liberté absolue dans l'état de nature, c'est la liberté, y compris pour les plus vulnérables, de ne pas être opprimés par les inégalités du nord sur le sud, puisqu'on a 90% de personnes étrangères prostituées en France, des hommes sur les femmes, des riches sur les pauvres. C'est ça la véritable liberté. Et alors chacun fera ce qu'elle et ce qu'il veut de sa sexualité. Parce que notre projet ne change rien en termes de sexualité. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais dans un cadre qui offre la possibilité d'être libre. J'ai peur d'être un peu provocant, mais je connais beaucoup de femmes dans le cadre conjugal qui n'éprouvent aucune envie d'avoir des rapports sexuels avec leur mari et qui le font par obligation pendant des décades, qui ont une dépendance financière et économique totale par rapport à cet homme-là et qui ne font pas l'objet d'une défense griffes et ongles que vous faites là. Alors là, je peux peut-être répondre parce que si, justement, on se bat donc, en position féministe et contre les violences conjugales, contre la discrimination sexiste, contre les inégalités hommes-femmes. D'ailleurs, bon, Najat Vallaud-Belkacem était là pour représenter les droits des femmes, le droit justement à pouvoir avoir des choix dans un cadre d'égalité, puisqu'il n'y a pas de choix dans un cadre d'inégalité. C'est des choix par défaut, on fait ce qu'on peut pour survivre dans un cadre d'inégalité. Donc on se bat pour la sécurité des femmes, contre les violences qu'elles subissent essentiellement par des proches, dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille, dans le cadre du travail. Et on monte au créneau continuellement pour ça. Donc on monte au créneau contre toutes les violences qui sont exercées contre les femmes. On est dans une société qui tolère trop les violences, je l'ai dit tout à l'heure, qui a plutôt tendance à stigmatiser les victimes plutôt que de les protéger et de voler à leur secours. Je vous rappelle que moins de 8% des femmes qui subissent des viols portent plainte dans notre société, ce qui est bien la preuve qu'il y a une loi du silence qui s'abat sur elle et une tolérance, que la sexualité est trop équivalente encore à de la violence, à de la prédation, et qu'on lutte contre ça. Et la situation prostitutionnelle met les femmes dans des situations justement où on va exercer une humiliation, une appropriation de leur corps, et c'est contre ça qu'on ne veut pas. Et
Ce qui est vraiment important aussi à savoir, c'est que tout ça a des conséquences psychotraumatiques très lourdes. Ça entraîne en fait une mémoire traumatique. Les violences entraînent un stress extrême, entraînent une mémoire traumatique qui est une mémoire qui ne va pas s'intégrer parce que le cerveau va mettre en place des mécanismes de sauvegarde qu'il va disjoncter pour pouvoir survivre, pour pouvoir éteindre la réponse émotionnelle au stress qui pourrait entraîner un risque vital. Et que cette mémoire traumatique qui du coup n'est pas intégrée par le cerveau va faire qu'on va revivre continuellement les violences qu'on a subies et continuellement aussi tout ce qu'on a pu dire à une petite fille sur son infériorité, sur le fait qu'elle est rabaissée, sur le fait qu'elle est ramenée à un objet sexuel, sur le fait qu'elle ne vaut pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, l'immense majorité des personnes en situation prostitutionnelle ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, avec des scénarios agresseurs où on leur dit qu'elles sont des prostituées d'ailleurs, même si elles ont 5 ans, 6 ans, 10 ans, qu'elles ne valent rien, que leur corps ne leur appartient pas. Et c'est contre ça que l'on se bat. Et il faut savoir de quelle société on veut, si on veut une société d'égalité de droits, où tout un chacun a les mêmes droits, vraiment les mêmes droits, et on en est encore loin, malheureusement. Et c'est pour ça que la prostitution surfe sur cette inégalité et cette discrimination. Et juste, je voulais dire par rapport au consentement, il y a quand même une loi, par exemple, qui est la loi sur le bizutage. Où il est dit clairement dans la loi que ce n'est pas parce qu'on consent à subir un bizutage, qui est une épreuve d'humiliation, que en fait, ce consentement en fait, est valide. C'est-à-dire que n'empêche que ceux qui ont organisé le bizutage sont quand même responsables. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut mettre le focus sur le système agresseur. Et on ne refait pas la loi, en fait. C'est-à-dire qu'on réaffirme depuis décembre 2011, ça a été voté par l'Assemblée nationale, on réaffirme la position abolitionniste de la France. On n'est pas dans une position prohibitionniste. On ne veut pas éradiquer, en quelque sorte, la prostitution. On veut, en fait, empêcher tout ce qui favorise cette prostitution. Et justement, il ne faut pas culpabiliser, ou il ne faut pas stigmatiser, ou il ne faut pas rendre coupables les personnes prostituées. C'est pour ça qu'on veut abroger aussi la loi sur le racolage, où c'est les prostituées qui peuvent se retrouver en fait à être considérées comme ayant fait un délit. Et on veut responsabiliser la demande, c'est-à-dire que les clients prostitueurs qui, eux, vont voir les prostituées non pas parce qu'ils ont un besoin sexuel, non pas parce qu'ils sont en manque, d'ailleurs la plupart sont en couple, ont une activité sexuelle par ailleurs, mais parce qu'ils veulent pouvoir exercer un privilège de pouvoir en fait obtenir un corps à leur disposition pour l'humilier et exercer des violences sur ce corps et en fait jouir de ce corps. Et c'est de ça dont on ne veut pas. Moi, je voulais réagir par rapport aux propos de M. Nizan pour rappeler que quand une femme a des relations sexuelles qui lui sont imposées, que ce soit dans le cadre du couple ou autrement, c'est un viol. Le viol conjugal est un délit. Donc je crois que là, c'est important de rappeler cette loi. Et ça nous montre aussi combien on a encore, dans notre société, à poursuivre tout un travail d'éducation autour de la sexualité, des relations hommes-femmes, et que vouloir éradiquer la prostitution, pénaliser l'achat de services sexuels, c'est aussi tout en amont mener des campagnes de prévention et d'éducation qui contribuent à réfléchir un peu à la sexualité, à la vie affective et à la notion d'égalité. La prostitution, ça fait encore référence à trop de stéréotypes, de clichés, comme par exemple, on en arrive souvent à dire « ça éviterait les viols ». Or, les clients de la prostitution n'ont pas du tout le profil d'un violeur. Le fait de payer, on n'est pas dans un acte de domination. Donc, c'est quand même autre chose. Mais souvent, on continue de justifier la prostitution comme ça. Ou alors, on va dire c'est le plus vieux métier du monde. Ça rejoint le débat d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas encore, le plus vieux métier du monde, c'est chasseur, cueilleur de petites baies sauvages. Des métiers qui permettent à l'être humain de survivre. L'être humain ne meurt de ne pas manger, de ne pas assouvir ses pulsions sexuelles. Je ne pense pas qu'il en meure, il sera peut-être un peu frustré, mal, mais il reste vivant. Donc la préoccupation de l'être humain depuis Cro-Magnon, etc., c'est bien la vie.
C'est un appel à la vie, et je crois que la prostitution, c'est tout le contraire de la vie. C'est l'enfermement, c'est l'illusion, c'est l'apparence. Et dans le débat qu'on a aujourd'hui, c'est parfois compliqué parce que très vite, il va y avoir quelques personnes qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vont réaffirmer que c'est leur choix, leur liberté, qu'on n'y connaît rien, etc. Moi-même qui suis au Mouvement du Nid depuis plus de 25 ans, effectivement, très souvent, nous allons sur les lieux de prostitution, vous rencontrez une personne pour la première fois, elle vous dira très très vite j'ai des problèmes, je l'ai choisi, vous inquiétez pas. Donc c'est aussi une façon pour elle de se protéger, de respecter son intimité. Elle ne nous connaît pas, on débarque. Donc voilà, elle affirme ça. Et on se rend compte, moi je connais des personnes qui pendant 15 ans ont dit je suis libre, je n'ai pas de proxénète, je fais ça à mon compte, tout va bien. Et puis qui d'un coup, rien ne va plus. Et là, elle vous parle du proxénète, des violences, des incestes. Hier, il y en a encore une qui m'a parlé de l'obligation d'avorter. On l'a obligée parce que, voilà, il y a eu des problèmes au cours de relations. Donc, toutes ces souffrances apparaissent. Et le côté complexe du monde de la prostitution, c'est qu'on est face à des personnes qui ont l'habitude de mettre en scène l'achat d'un service sexuel. C'est de la mise en scène. Donc, on joue. On joue à être très très bien. Nous, on le voit sur les lieux de prostitution. Vous pouvez échanger avec une personne et donc elle va vous parler de choses dramatiques. Ça arrive, elle pleure. Arrive un client, hop, elle s'apprête, elle sèche ses larmes. Elle vous dit, regarde, mon ricil, c'est bon, je peux y aller. Et hop, on se remet en condition. On y va, on fait le sourire commercial. Chérie, tu vas bien? Et on négocie. Voilà. Je crois que la prostitution, c'est tout ça. C'est de la mise en scène très rapide. Et c'est vrai que si on le fait pendant 10-15 ans, comme le dit le docteur Salmona, il y a des conséquences sur son psychique, sa vie, son corps, ses perspectives. Vous vouliez intervenir? Oui, j'aimerais aussi rebondir sur cette question de liberté, donc de ces femmes qui revendiquent de disposer librement de leur corps, même si c'est pour des relations sexuelles pas forcément joyeuses, avec la personne de leur rêve. La question de la liberté, la question du choix suppose déjà qu'on soit en mesure d'être volontaire dans ce débat et de savoir à quoi on pourrait aboutir, c'est-à-dire quelque part quel pourrait être un autre sens de ce qu'on fait. Et là, j'aimerais vous raconter une petite parabole, rassurez-vous, c'est tout court. C'est l'histoire de deux chenilles, vous savez, chenilles, et puis elles marchent péniblement par terre à l'ombre épaisse de feuilles, et elles grignotent des feuilles, elles mangent des feuilles, des feuilles, des feuilles, elles mangent, elles mangent. Et puis la deuxième dit à la première, « Tu n'as pas entendu? Moi j'ai entendu que quelqu'un m'a dit qu'un jour, nous allons voler, un jour nous irons dans le vaste ciel, nous serons près du soleil et nous nous nourrirons de fleurs, de 3 fois rien. » Et la première dit, « Tais-toi et mange. » C'est une petite histoire pour illustrer que la liberté, c'est un grand mot qu'on utilise un peu facilement. Pour choisir, il faut déjà connaître d'autres possibles pour sa propre vie que celles qui sont évidentes, données, imposées. Et là, je pense que vous tous qui êtes engagés dans un travail de prévention de la prostitution pour aider les femmes à s'en sortir, c'est ce que vous faites, c'est une part importante de votre travail que d'aider ces femmes à imaginer autre chose pour leur vie, de leur dire vous êtes destinés à autre chose, à une vraie libre disposition de vous-même. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, si vous me le permettez justement, et dire de quoi il s'agit quand on parle d'une loi, parce qu'on a parlé d'un projet de pénaliser les clients. Mais nos associations, il y en a 52 aujourd'hui en France, se sont réunies autour d'un certain nombre de propositions et qui ont été reprises par un certain nombre de parlementaires, de droite comme de gauche, et qui sont d'accord sur l'ensemble. Mais il ne s'agit pas uniquement de pénaliser les clients, donc je voudrais signaler les mesures que nous proposons. La première, c'est celle que vous indiquez justement dans cette parabole. La première, c'est un programme national d'alternative à la prostitution. C'est-à-dire qu'avant même de poser ce débat théorique, il faut d'abord offrir la possibilité
de faire autre chose si on veut. On verra alors, une fois que des véritables alternatives seront posées, là on pourra débattre théoriquement de cette liberté ou de pas cette liberté. Mais d'abord, offrir des alternatives à la prostitution, ça c'est le premier point. Le deuxième point que nous demandons, c'est de supprimer, d'abroger le délit de racolage qui existe depuis 70 ans et qui pénalise non pas le client prostitueur, mais qui pénalise la personne prostituée. Donc là aussi, comment même avoir ce débat théorique en France sur la liberté d'exercer la prostitution ou de ne pas l'exercer, quand de toute façon les personnes sont pénalisées pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font. Donc supprimer ce délit de racolage qui fait peser injustement la charge pénale sur les personnes prostituées. Ensuite, nous demandons le renforcement de la lutte contre le proxénétisme. Parce que là aussi, à quoi sert de tenir un débat théorique sur la liberté quand nous savons, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous le dit, que 90% des personnes prostituées sont étrangères et que toutes celles qui sont étrangères déjà, donc ça fait 90%, alors les statistiques du ministère de l'Intérieur ne sont pas justes, mais ça donne quand même des ordres de grandeur, que toutes celles qui sont étrangères, à un moment ou à un autre, sont sous la contrainte d'un réseau. Donc déjà, ce débat, il est encore très théorique, tant qu'il n'y a pas une véritable lutte contre le proxénétisme, qui existe en France beaucoup plus que dans d'autres pays, notamment chez nos voisins allemands, mais qui peut aller plus loin. Ça, c'est la troisième chose. Ensuite, nous demandons l'indemnisation automatique des victimes de proxénétisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a 500 procès chaque année pour proxénétisme, mais il n'y a pas, ou presque pas, de victimes de proxénétisme indemnisées. Pourquoi? Parce que ces femmes qui sont stigmatisées, qui sont poursuivies par la police, n'ont pas confiance ni dans le système policier ni dans le système judiciaire, et du coup ne vont pas faire valoir leurs droits. Or, avec certaines de nos avocates, je pense à Nantes ou à Rennes, une femme qui a connu la prostitution a obtenu, enfin plusieurs en l'occurrence, ont obtenu entre 80 et 140 000 euros d'indemnisation du préjudice physique, moral et psychologique qu'elles ont subi. Alors là, si vous voulez, on pourra commencer à parler de liberté. Quand vous avez votre proxénète qui est dénoncé, que vous êtes reconnu comme une victime de violence, que vous avez une indemnisation de 140 000 euros, là peut-être que la question de la liberté, de faire autre chose, se pose. Et puis, enfin, il y a encore deux mesures. Il y en a une dont on a parlé au début, mais qui n'est pas la première. Enfin, elles seront toutes simultanées, mais en termes d'importance. La pénalisation des clients prostitueurs. C'est quoi la pénalisation? C'est en fait ce que nous demandons, l'interdiction de l'achat de tout acte sexuel. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, les hommes comprennent, c'est d'abord un but pédagogique et normatif, qu'on ne peut plus imposer un acte sexuel, ni par la contrainte physique, ni par la contrainte morale, ni par la contrainte financière. Et dernier point, un programme national de prévention, parce que, nous pouvons vous le dire, parce que le Mouvement du Nid, qui est à la fois une grosse et une petite association, mais qui avec peu de moyens soutient quand même 5000 personnes prostituées chaque année en France, il ne sert à rien d'offrir des alternatives à la prostitution si on n'est pas capable en amont de poser cette violence que constituent ces actes sexuels non désirés et du coup de prévenir l'entrée dans la prostitution de personnes des nouvelles générations. Donc la loi, ce n'est pas la pénalisation des clients, c'est un projet global qui inclut l'ensemble de ces mesures et donc qui va beaucoup plus loin et qui est beaucoup plus cohérent que la seule pénalisation des clients. M'amène à poser deux questions. La première, c'est qu'on a des pays qui ont pénalisé les clients comme la Suède et ça n'empêche pas que sur Internet, il y ait une certaine forme de prostitution à domicile, si j'ose dire. Donc c'est la première question. Et ma deuxième question s'adresse à Muriel Salmona. En préparant cette rencontre, vous m'avez dit deux choses qui, moi, ont été importantes pour moi. La première, c'est que pratiquement toutes les prostituées ont subi, avant d'être prostituées, à titre personnel, des violences, et que ce métier serait le plus dangereux des métiers. Oui, alors justement, je voulais rebondir justement sur les chiffres, déjà par rapport à ce qu'on a dit de l'après. C'est dans des études, on a montré que près de 90% des personnes en situation prostitutionnelle souhaitent sortir de cet état. Donc il faut vraiment venir à elles pour leur donner les moyens de sortir de là. Pendant la situation prostitutionnelle, les violences, ça tombe, et c'est essentiellement exercé par les clients et ensuite par les proxénètes. C'est 71% de violences physiques, 63% de viols, 64% qui ont été menacés avec des armes, 75% qui ont été aussi en situation de sans-toit, SDF, jetés à la rue.
par rapport justement au risque que représente la situation prostitutionnelle. Une étude aux États-Unis prospective sur 33 ans, c'est une étude qui a été faite sur 33 ans, a montré que en fait, le risque de mortalité est beaucoup plus élevé chez les femmes en situation prostitutionnelle que chez les femmes en dehors d'une situation prostitutionnelle. Mais ce n'est pas un petit peu plus élevé, c'est 78 fois plus de risque de mourir. Essentiellement par homicide en premier lieu, ensuite du fait de la drogue et en troisième par accident. Et aux États-Unis, c'est l'activité la plus dangereuse et de loin, puisque aux États-Unis, il y a en fait 29, voilà c'est ça, c'est 204 homicides pour 100 000 personnes, pour les personnes prostituées, alors que le métier le plus dangereux aux USA, qui est chauffeur de taxi en fait, c'est 29 homicides pour 100 000 personnes. Et pour les femmes, c'est 4 homicides pour 100 000 personnes. Donc voilà, c'est cette réalité-là, c'est un univers d'une violence inouïe. Et ces violences-là génèrent des troubles psychotraumatiques extrêmement graves. Et il faut les soigner aussi. Il faut soigner les personnes dans l'enfance, il ne faut pas les laisser avec des troubles psychotraumatiques qui s'installent, il faut les soigner quand elles sont en situation prostitutionnelle pour qu'elles puissent sortir avec un état de santé le plus... disons, en fait, une intégrité physique qui soit réparée. Parce que les troubles psychotraumatiques, ils sont graves, mais ils se soignent et on peut les prendre en charge. Et quand on a cette mémoire traumatique dont je vous ai parlé, qui fait revivre, qui est une véritable torture, puisque ça fait revivre à l'identique les pires violences qui reviennent dans des flashbacks, des cauchemars, où on revit la détresse, on revit l'impression de mourir si on a tenté de vous tuer, le dégoût total, l'effroi, la sensation d'humiliation, de rien valoir, toutes les mises en scène qu'on vous a faites. Il y a deux façons de survivre, en fait. C'est soit les conduites d'évitement, on ne bouge plus, soit si on est obligé d'avancer malgré tout pour vivre, c'est ce qu'on appelle les conduites dissociantes. C'est-à-dire qu'il faut se dissocier, il faut s'anesthésier, il faut se déconnecter. Et en fait, être dans des situations de violence, ça permet de continuer à être déconnecté et à être anesthésié. Et c'est ça qui se passe pour les personnes prostituées, et c'est là où elles peuvent parfois tenir des discours qui peuvent paraître paradoxaux en disant « Oh, moi, vous savez, ça va bien ». Vous savez, les femmes de victimes de violences conjugales, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent « Oh, mais pour moi, il peut me tuer, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Je vaux rien, en quelque sorte, donc c'est pas grave. Donc ça va bien. De toute façon, c'est mon destin. Mais en fait, s'il arrive quelque chose à mes enfants, là, c'est grave. Et là, c'est pareil. Les prostituées pour elles-mêmes, rien n'est grave, mais en revanche, pour leurs amis ou pour quelqu'un de proche, tout est grave. Donc c'est cet état d'anesthésie émotionnelle et de dissociation et de décorporalisation. Elles sont déconnectées de leur corps, de leurs sensations, qui est un facteur de risque très important. Autre chose, avoir subi des violences, particulièrement dans l'enfance, est le déterminant principal de la santé, même 50 ans après. Donc, c'est un scandale de santé publique de ne pas prendre en charge les violences, de ne pas les identifier, de ne pas poser les questions pour savoir qui subit des violences. Et si on agit en prévention primaire, vraiment le plus tôt possible, on aura beaucoup moins de risques d'avoir des personnes en situation prostitutionnelle, parce qu'on sait qu'avoir subi des violences dans l'enfance, c'est un facteur de risque aussi pour être en situation de marginalisation, d'exclusion, subir à nouveau des violences. Le facteur de risque principal pour subir des violences, c'est d'en avoir déjà subi. Avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, c'est donc, comme je vous l'ai dit, avoir cette sensation qu'on ne vaut rien, qu'on est fait que pour ça. Et puis quand on subit des violences dans sa famille, on en part très tôt. Et souvent, on fugue. Et c'est là qu'on est récolté, en quelque sorte, par les prédateurs proxénètes. Et c'est là qu'on fait de mauvaises rencontres et qu'on se retrouve en situation de subir à nouveau des violences. Donc c'est tous ces processus-là qu'il faut arrêter. En plus, quand on a subi des scénarios de violence inouïs, puisque je dis, tout ça, c'est vraiment des scénarios de torture, en fait, hein, puisque sous prétexte qu'il s'agit de sexualité, on pourrait torturer quelqu'un. Eh bien non. Et d'avoir subi ces scénarios-là envahissent et colonisent la victime avec la mémoire traumatique. Et elle peut avoir l'impression que la sexualité, c'est ça, que sa propre sexualité, c'est de vivre ça. Et là, on peut vraiment lui permettre de retrouver sa véritable personnalité, de se libérer un petit peu de toutes ces violences.
On va bientôt ouvrir la parole à la salle. J'aurais une question quand même. Quand on évoque cette question de la prostitution en général, on se retrouve face à une incrédulité. Beaucoup de gens nous disent, mais finalement, quels seront les moyens mis en œuvre? On a évoqué beaucoup de solutions, mais je prends l'exemple, je reviens à l'exemple qu'a donné Monsieur Nizan, la question de l'Internet. En un quart d'heure, on est connecté, on trouve, je vais le dire de manière provocante, une fille. En une heure, on est dans un appartement. Comment on gère tout cela, en sachant qu'aujourd'hui, la prostitution se passe quand même beaucoup dans ce contexte-là. On a beaucoup parlé de la prostitution de rue, sur laquelle on peut éventuellement avoir un regard et une action concrète. Là, c'est une vraie question pour moi. Comment fait-on pour endiguer, enrayer et éventuellement, je ne sais pas s'il faut le formuler comme ça, identifier ce fameux client prostitueur, même si actuellement l'Internet peut nous permettre de remonter assez rapidement à celui qui se connecte. Sur Internet et sur la Suède, du coup, parce que c'est lié, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Il y a de la prostitution parce qu'il y a des hommes prostitueurs qui payent pour un acte sexuel et qui, du coup, représentent un intérêt financier très énorme pour des proxénètes qui organisent cette prostitution et qui représentent aussi pour des personnes piégées dans la prostitution une logique de continuité financière à demeurer dans l'activité parce qu'on n'est pas en mesure de s'en extraire. Mais la prostitution, qu'elle ait lieu sur Internet ou dans la rue, il ne faut pas oublier que c'est toujours donc, cette logique de payer pour obtenir un acte sexuel. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Justement, c'est intéressant puisque la loi a été adoptée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la Suède a adopté une loi qui supprimait la répression contre les personnes prostituées et qui, à l'inverse, interdisait l'achat d'un acte sexuel, renforcer la lutte contre le proxénétisme et lancer un programme d'alternative à la prostitution. Alors, la prostitution de rue a diminué de plus de la moitié et la prostitution sur Internet a continué à augmenter, mais les Suédois ont quand même noté qu'elle a augmenté de manière beaucoup moins importante que dans les pays voisins pour qui la prostitution a augmenté sur tous les terrains. Rue, Internet, appartements. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une diminution du phénomène global de la prostitution en Suède et surtout un véritable changement des mentalités. Or, il n'y a que ce changement de mentalité qui peut emmener à la fin de la prostitution, y compris sur Internet. Alors, comment on mesure ce changement des mentalités? En 2000, quand les Suédois ont passé leur loi, il y a un sondage dans l'opinion publique qui disait que seuls 33% de la population était favorable à l'idée d'interdire l'achat d'un acte sexuel. Malgré ce faible pourcentage, 33%, une coalition à l'époque de gauche a fait passer la loi. 10 ans après, il y a presque 80% de la population qui trouve que l'interdiction de l'achat d'un acte sexuel est une bonne chose. Et entre-temps, il y a une alternance politique, et donc c'est le bloc de droite, qui était contre la loi à l'époque, qui s'est retrouvé en charge d'évaluer cette loi. Et le bloc de droite, ce qui n'était pas évident, répond quoi 10 ans après? La loi est efficace, mais il faut la renforcer. On va passer les peines de prison de 6 mois à 1 an pour les clients, pour qu'elles soient plus dissuasives. Il faut qu'on fasse plus d'efforts pour offrir de véritables alternatives aux personnes prostituées, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas être derrière chaque homme sur Internet ou dans la rue, même dans la rue d'ailleurs, même dans la rue. Mais ce qu'on peut faire, c'est commencer par poser dans la loi, offrir un repère normatif qui dit non, ce n'est pas possible d'imposer un acte sexuel par l'argent. Tant qu'on n'a pas fait cela, alors effectivement, le travail ne peut pas commencer. Est-ce que lorsqu'on aura fait cela, sera tout réglé? Non, ça n'aura pas tout réglé. Par contre, il y a une nouvelle génération en Suède depuis 10 ans. Il y a des petits garçons qui naissent en Suède, dans un pays dans lequel il est absolument évident qu'on ne tape pas sa voisine, on ne vole pas une personne dans la rue, on ne viole pas et on n'impose pas un acte sexuel par l'argent. Eh bien, cette génération ira beaucoup moins que la génération précédente se comporter en client prostitueur, y compris sur Internet. C'est ça qui est important. Et déjà en France, il y a eu un sondage cet été qui était très intéressant, où on nous a dit que seuls 46% des Français étaient favorables à l'interdiction d'un acte sexuel, à l'interdiction de l'achat d'un acte sexuel. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, alors que c'était dans les données brutes des sondages, c'est que ces 46% de Français, ils sont composés de 32% d'hommes, mais déjà de 59% de femmes. Donc il y a déjà 59% de femmes favorables à la pénalisation en France, et que surtout, parmi les 25-35 ans, femmes et hommes confondus, il y avait 57% des personnes qui étaient favorables à la pénalisation.
En résumé, statistiquement, en France, il faut être un homme et âgé pour être contre la pénalisation des clients de la prostitution. Statistiquement, c'est la réalité statistique. Et il faut être une femme jeune ou un jeune pour être favorable à l'interdiction. Ce que ça veut dire, c'est que je crois que ma génération, femmes et hommes confondus, veut aller un cran plus loin dans une véritable liberté sexuelle et libération sexuelle, un cran plus loin dans la reconnaissance du désir réciproque dans les relations sexuelles. Donc nous ne sommes plus effectivement dans la sexualité à la papa, dans le devoir conjugal, dans coucher le vendredi soir pour faire plaisir à Bibi et qu'il soit gentil avec les enfants le week-end. Nous ne sommes plus, ou nous n'avons plus envie d'être dans cette dépendance économique des femmes qui travaillent, prennent des responsabilités, prennent le pouvoir aussi, et il faut que ce soit plus le cas encore. Et donc nous voulons de véritables relations égalitaires dans tous les champs, y compris dans le champ de la sexualité. Et alors, ce sera le meilleur impact pour, sur Internet comme partout ailleurs, qu'il y ait de moins en moins d'hommes, et un jour plus d'hommes du tout, qui imposent un acte sexuel par l'argent. Un des grands arguments, je vais reprendre mon rôle de grand témoin, un des grands arguments qui s'oppose à la pénalisation des clients, et encore une fois, je ne sais pas si cet argument est vrai ou faux, c'est qu'en faisant la chasse à la prostitution de rue, on l'obligerait à se cacher, fragilisant ainsi beaucoup plus les femmes qui seraient obligées d'aller dans les bois plutôt que dans les voitures et de ce fait courant un risque plus élevé. Et puis un argument qui va dans l'autre sens, et j'aurais voulu que vous le confirmiez, c'est que les pays qui sont opposés à la prostitution ont vu les mafias s'en aller pour aller exercer leur job et leurs moyens lucratifs dans des pays qui n'avaient pas pénalisé. Et donc là, ce serait un argument pour dire que si on peut refouler les mafias vers les voisins qui n'ont pas fait la démarche légale, ben, autant vaut. Oui, je souhaiterais répondre à cet argument qui consiste à dire que les prostituées choisissent, etc. Et la question d'institutionnaliser quelque chose au nom de la protection des prostituées. Il me semble qu'il y a une différence à faire entre le côté pragmatique, disons, à considérer la prostitution comme un accident de la vie sociétale, et puis le fait de l'institutionnaliser. La loi a un rôle structurant extrêmement important, et ce qu'on institutionnalise, on dit que c'est bon, que c'est moralement bon, que c'est un exemple à suivre. Donc à ce niveau-là, on peut essayer de toutes les façons d'aider les femmes qui se prostituent, et les hommes d'ailleurs, mais faire attention à ne pas vouloir très bien faire et les protéger en institutionnalisant une forme d'esclavagisme. Je voudrais rebondir aussi sur l'aspect institutionnalisation et réglementation, puisqu'on est quand même en zone frontalière, et vous le savez que chez nos voisins allemands, la prostitution est réglementée dès lors que la ville a plus de 10 000 habitants. Donc à Kiel, par exemple, pour le moment, c'est interdit officiellement. Ce qui n'empêche pas aux proxénètes de vivre dans des hôtels avec les personnes à Kiel, à Offenbourg, et de les envoyer se prostituer à Strasbourg. Donc, petit rappel, est-ce que la réglementation vraiment organise bien la prostitution, limite les mafias ? Pendant plusieurs années, au niveau ici du Conseil de l'Europe, quand il y avait des rencontres entre associations, entre institutions, les pays réglementaristes tels que l'Allemagne, la Hollande, la Suisse disaient c'est bon, nous on a trouvé la solution grâce à nos maisons closes qui sont organisées. Au moins, il n'y a plus de mafia. Ça, c'était il y a une dizaine d'années, et on en est arrivé dans les débats au niveau du Conseil de l'Europe, vu la diversité des législations dans les pays, à avoir un dénominateur commun où les États s'entendent pour lutter ensemble contre la prostitution forcée et définissent une prostitution libre. Donc ça, on hérite de ça dans les pensées. C'est dû à toutes les lois différentes. 10 ans après, il y a actuellement au niveau de l'Europe, que ce soit l'Union, mais même l'Europe élargie au niveau du Conseil, il apparaît maintenant, il y a eu des bilans qui ont été faits l'année dernière, etc., en Hollande et en Allemagne, pays où on a soi-disant tout bien réglementé, eh bien, on s'aperçoit que dans tous ces bordels-là, seulement à peu près 10%, voire moins, des personnes qui travaillent à l'intérieur de ces maisons closes, de ces vitrines, sont officiellement déclarées. Ça veut dire qu'on a 90% de clandestines, de femmes qui sont importées par les mafias dans ces bordels.
Donc maintenant, il y a des rapports officiels de ces pays-là qui émergent là, c'est assez nouveau. Et nous, localement, dans la pratique, dans la rue, tout ça, on l'avait déjà constaté. Parmi les femmes étrangères, vous le savez, à Strasbourg, plus de 85%, c'est des femmes étrangères, pays de l'Est et Afrique. Eh bien, lorsque les premiers réseaux des pays de l'Est sont arrivés dans notre ville en 96, on rencontrait pour beaucoup des femmes qui, avant d'arriver à Strasbourg, étaient passées dans des maisons closes en Autriche, en Hollande, en Allemagne. C'est-à-dire que dans ces lieux, soi-disant bien, on commençait à bien les casser et à les mettre en condition pour encore mieux les exploiter ici. Vous voyez, c'était donc, et aujourd'hui, donc je crois que c'est aussi important de se rendre compte le véritable vécu dans ces maisons closes. Qu'est-ce que les personnes vivent? Comment c'est organisé? Alors, un rapide petit témoignage des personnes qu'on rencontre et qui nous parlent des maisons closes. Eh bien, sachez que dans une maison close, pour commencer déjà à faire un minimum de bénéfices chaque jour, le bénéfice, il devient au bout de 4 clients. Les 3 premiers clients tous les jours que vous faites vous permettent de payer votre place et tous les frais qui sont liés à la vie à l'intérieur de la maison close. En général, tout est organisé à l'intérieur, c'est-à-dire que, par exemple, vos produits d'hygiène, d'entretien, les préservatifs, vous devez les acheter à l'intérieur, donc ce qui est aussi beaucoup plus cher. Je crois que ça, c'est important. Ensuite, vous allez dire, elles sont tranquilles, s'il y a des agressions, on va intervenir. Là aussi, ça se paye, les personnes qui viennent vous défendre. Vous devez payer la personne qui va venir, si vous êtes agressé, quand vous sonnez, etc. Donc, tout est organisé. Maintenant, par exemple, comme il y a aussi de la concurrence, vous avez à l'intérieur de ces maisons closes des gens qui viennent vous proposer, des photographes, qui vous proposent de créer votre site internet, de mettre des photos avec des annonces de vous-même, de les mettre dans les journaux pour favoriser la clientèle. Donc là aussi, tout un autre commerce extérieur qui s'organise à travers ces maisons closes. Donc je crois que là, on est vraiment dans l'exploitation institutionnelle de la personne prostituée, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc voilà, pour moi, les limites aussi de cette réglementation. Et je voulais rajouter aussi un élément quand même qui est très important, c'est qu'actuellement, presque aucune des prostituées qui a pu subir un viol, et vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés, n'a la possibilité de porter plainte. Et que déjà, il faut respecter les droits de la personne, et que par rapport à la violence, il faut que ces droits à ne pas subir de violence et à avoir accès à la justice soient respectés, et on est vraiment très loin du compte, et là il faut vraiment réformer aussi, former les gendarmes, la police, former aussi les magistrats pour reconnaître ces violences, parce que quand même dans la tête de beaucoup de personnes, une prostituée ça ne peut pas être violée, tout comme dans la tête des personnes, par exemple une femme mariée dans le cadre conjugal ne pouvait pas être violée. Eh bien si, et les viols, on n'a pas tellement envie de savoir ce que c'est, et les actes de torture que ça suppose, ce sont des crimes qui sont passibles de la cour d'assises, 20 ans de réclusion criminelle. S'il y a des circonstances aggravantes, ça monte jusqu'à 30 ans. Donc là, il y a vraiment aussi beaucoup de choses à faire pour protéger réellement ces femmes. Et aussi, par rapport à la pornographie, on parle des dégâts de la pornographie sur la société, sur la sexualité, sur les jeunes, mais il faut penser aussi aux personnes qui sont piégées dans cet univers et ce trafic à l'intérieur de la pornographie et qui subissent les pires violences avec des rythmes complètement effarants et des atteintes à leur intégrité énormes et qui disparaissent, parce qu'il y en a beaucoup qui disparaissent, et comme elles sont étrangères, on ne les retrouve pas, et on n'évalue même pas le nombre de personnes qui meurent dans le cadre de cette situation-là. Et là aussi, il faut se dire que quand on voit un film pornographique, il faut penser à ce qu'a vécu cette jeune femme, ce qu'elle a déjà vécu avant cette situation pornographique où elle est filmée, et ce qu'elle a vécu pendant le film, la morphine qu'elle doit prendre pour pouvoir subir, la drogue, l'alcool, les violences qu'elle doit subir. Donc c'est aussi vraiment voir enfin, ouvrir les yeux sur cette violence extrême et pourquoi on tolère, parce qu'il s'agirait de sexualité, cette violence. Parce que là, on est dans l'érotisation, de la haine, de la destruction, et il faut sortir absolument de cela. Alors, on va passer à la partie de jeux questions avec la salle. Si vous souhaitez poser des questions, apporter un éclairage, faites-moi signe.
Très bien. Alors, donc déjà, 1, 2, 3. Madame. Bonjour, je suis victime de violences conjugales. On parle de prostitution dehors, dans les rues, mais la prostitution commence déjà à la maison. Les policiers sont pas très formés, comme vous le dites. Moi, j'ai porté plainte en 2003 pour violences conjugales, mais pour pornographie, pédophilie sur Internet. Il y a eu des fouilles à la maison, mais les procédures ont été mal faites et ça s'est arrêté. Pas scellé dans l'appartement, scellé au commissariat. Beaucoup du coup d'assurance pour monsieur qui n'a pas été arrêté. J'ai vécu un enfer parce que du coup, avec son assurance et le fait qu'il ne soit pas arrêté et que les flics ne soient pas assez formés, il a pris une assurance sur moi, ça a développé, je vais dire, sa pédophilie, elle est devenue, c'était sur Internet, après c'est devenu concret. Enfin bon bref, c'est 11 ans de galère. J'ai réussi à partir au bout de 5 plaintes que j'ai enlevées. C'est la loi de 2010. Ordonnance de protection. On signe et puis, c'est très bien, c'est pour les victimes. Mais malgré qu'on signe, malgré qu'on enlève notre signature, la procédure continue. C'est comme ça qu'il a pu avoir 3 mois avec sursis. Je suis partie dans un état. Alors j'ai connu c'est la première fois que j'en parle réellement, mais j'ai connu la prostitution, je vais dire au niveau des enfants. J'ai été droguée. Voilà, quand j'ai réussi à trouver les mots, ce qui n'était pas facile, ça m'est retombé dessus parce que ça a eu des conséquences énormes. J'ai perdu beaucoup de poids. On a mis ça sur l'anorexie. Je suis passée devant un expert. L'expert a tout mis sur moi sur l'anorexie. Par exemple, en parlant de la sexualité, on m'a dit que j'avais une sexualité phobique et que monsieur allait très bien. Je suis très alarmée, mais parce que du coup j'en ai perdu mon enfant. Je passe au tribunal lundi. Je voulais parler et depuis 11 ans, j'ai fait que porter plainte. Et je trouve qu'il y a tellement un grand retard au niveau de la justice que ici, ça me parle beaucoup. Mon cœur, il est chamboulé. Mais que concrètement, rien ne se fait dans les commissariats, rien ne se fait, on n'est pas vu en tant que victime. Moi, je me bats pour mon statut de victime, je me bats pour les enfants, je me bats pour la prostitution, parce que la légaliser, pour moi, c'est encore plus permettre aux gens, la légaliser, c'est permettre trop d'assurance, c'est trop normal, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Et où va-t-on ? Et donc voilà, moi j'appelle un peu au secours parce que les lois ne suivent pas. Je veux en faire mon combat parce que j'en ai perdu mon enfant, alors que c'est la victime devient bourreau, le bourreau devient victime. Ouais. Donc voilà, c'est juste mon témoignage. Et voilà. Merci beaucoup. Et puis vraiment votre témoignage, il est malheureusement... c'est très souvent que ça se passe comme ça. J'ai d'ailleurs fait des articles un petit peu choc sur la victime, c'est la coupable. Complicité institutionnelle par rapport au crime de viol. Et on est vraiment dans une maltraitance totale. C'est-à-dire que le focus, il est mis sur la victime qui ne sait pas, soit qui ne s'est pas protégée, soit qui n'a pas fait ce qu'il fallait, soit qui ment, soit qui exagère, soit qui raconte n'importe quoi, soit qui n'est pas capable de bien interpréter les choses. Enfin, et en revanche, le focus est très rarement mis en termes d'enquête sur l'agresseur, sur sa stratégie, sur les autres victimes qu'il a faites. Parce que je veux dire, c'est rare que comme ça un agresseur ait fait une seule ou 2 ou 3 victimes, mais il en a fait beaucoup. Et on est dans une situation où 8%, il y a seulement 8% de plaintes pour viol et il y a 1,5% de condamnation. Donc sur les 190 000 viols qu'il y a par an, on peut imaginer, c'est autour de 1000, 1500, c'est rien. Et donc, il y a vraiment une non-prise en compte de la gravité de ce que ça représente, des tortures qui sont exercées, de cette destruction, de cette mise à mort des victimes.
et des conséquences psychotraumatiques gravissimes que je développe. Enfin, si ça vous intéresse, il y a un site qui s'appelle mémoiretraumatique.org où vous trouverez vraiment toutes les explications sur les conséquences psychotraumatiques. Et actuellement, les médecins ne sont pas formés, les psychiatres ne sont pas formés, dont les experts ils sont complètement à côté de la plaque. On commence un tout petit peu à former les policiers, les acteurs sociaux, les magistrats, mais c'est très très peu et c'est rien. Il faut vraiment, c'est dommage que Najat Vallaud-Belkacem ne soit pas là, parce que c'est ce que je demande, moi. Je demande vraiment une prise de position politique forte, un signal fort pour dire on est une société où on protège les victimes, où on n'accepte pas ça, on n'accepte pas cette violence. Et les victimes, il faut qu'il y ait une solidarité sans faille face à elles et qu'on les protège, qu'on leur rende justice, qu'on les indemnise, qu'on les soigne, parce que ça aussi, l'accès aux soins, il n'y a pas d'accès aux soins, il n'y a pas de médecins, très peu de médecins formés, et c'est complètement insensé, en quelque sorte, impensable. Donc là, il faut changer quelque chose. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Madame. Ah pardon, il y a une demande. Je voulais juste rebondir, merci aussi beaucoup pour votre témoignage, et rebondir sur ce que disait aussi Muriel Salmona et ce que vous avez dit vous-même. Il ne faut pas oublier que la police, la justice, les experts et les médecins sont le reflet de notre société, et donc à la hauteur de notre société. Et donc c'est cette question qu'on doit se poser, chacun et chacune, de se dire notre société n'est pas à la hauteur de l'enjeu, parce que nous vivons dans une société qui demeure fondamentalement patriarcale, dans une société qui banalise encore bien trop les violences sexuelles et la prostitution, et du coup, chacune et chacun d'entre nous a une responsabilité. On a ces débats qui parfois, vous arrivez avec la réalité, vous posez la réalité au milieu de cette table, et votre réalité ou d'autres réalités, c'est la réalité de ce que nous faisons concrètement quand nous ne sommes pas à ces tables-là. Mais ce que je veux dire ici, c'est que lorsque nous débattons de manière théorique, sur les violences sexuelles, sur le viol, toutes ces banalisations de la pornographie, du viol ou de la prostitution, il ne faut pas oublier quand on a ce débat théorique que derrière, il y a une société qui n'avance pas, qui reste patriarcale, et qui, tant qu'elle n'avancera pas, ne fera pas avancer ses élus, et tant qu'elle ne fera pas avancer ses élus, ne fera pas avancer tous les services et tous les corps de métier. Donc je crois qu'il faut dire les choses. Nous vivons dans une société qui n'est absolument pas à la hauteur en termes de reconnaissance de la gravité des violences sexuelles, de leurs conséquences, et qui s'enferme volontiers, en France peut-être plus qu'ailleurs, dans des débats théoriques sur la liberté, sur l'individu, etc., et qui au passage fait quoi? Nie ou tait la parole ou les réalités des violences qui sont vécues de manière écrasante. Donc je rappelle ça parce que pour les associations, c'est un petit peu compliqué. Nous-mêmes, dans ces débats, nous sommes invités à exposer la dimension théorique. On ne va pas vous raconter chacun des cas de soutien ou de suivi, mais cette réalité, on la connaît. Et il faut que chacune et chacun prenne aussi ses responsabilités dans ces débats, de savoir que quand même théoriquement, on commence à échafauder des théories, et il y en a plein, pour justifier les violences sexuelles ou pour refuser d'avancer, par exemple sur l'interdiction de l'achat d'un acte sexuel, alors on porte aussi une part de responsabilité dans une société qui ne va pas aller un pas plus loin. Et si je peux me permettre une remarque peut-être stratégique, tout le monde en France est d'accord avec l'idée qu'il faut se battre contre l'esclavage et contre le fait que des femmes soient incluses dans des mafias, soient forcées, soient contraintes pour différentes raisons. Mais quand on propose de dépénaliser la prostitution, il y a des grandes voix comme celle d'Elisabeth Badinter qui s'élèvent en disant « mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est pas raisonnable. » Est-ce que ce ne serait pas plus efficace et plus rapide sur le plan légal et sur le plan de l'unité nationale sur une question, de se mettre tous sur la lutte contre le proxénétisme et l'exploitation des femmes, en abandonnant l'idée qui paraît un tout petit peu extrême de vouloir empêcher la prostitution? Alors, moi je voulais juste dire une chose, c'est que personne n'a peur et que ça c'est inconcevable. On n'a pas peur pour les victimes des violences, on n'a pas peur pour les enfants qui subissent tous les jours, je vous ai donné les chiffres, ces violences qui sont des violences extrêmes et qui sont des crimes. Par rapport à ce que vous dites, de toute façon, ça a été le problème des Pays-Bas,
où normalement le client prostitueur doit faire la différence entre une personne qui est prostituée légalement, dans le cadre, en tout cas, de la loi aux Pays-Bas, et celle qui est soumise à et qui subit une traite. Mais vous faites comment? Qui peut faire ça? Et puis les chiffres sont tels, c'est-à-dire que l'immense majorité sont dans un système de traite. Donc comment on fait pour reconnaître qui est de toute façon prostituée, entre guillemets, libres et celles qui sont soumises à la traite. Et puis ça ne résout absolument pas le problème des violences telles que je vous ai données. Les violences, elles sont là partout. Voilà, et puis il y a beaucoup de questions dans la salle. Madame, qui attend déjà. Alors, moi déjà, je voulais regretter le fait qu'il n'y ait pas de vrai débat aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une voix qui parle, c'est celle qui est contre la prostitution, et je trouve ça terriblement dommage. On l'a signalé rapidement au cours du débat, effectivement, qu'il manquait des personnes aujourd'hui, et notamment Chloé Navarro, hein, donc du STRAS. Oui, qui a qui été n'a pas pu formulé. venir. Oui. Du coup, je vais faire la voix du diable. Et je regrette aussi qu'on n'ait pas, par exemple, des prostituées ou bien même des clients qui sont de votre côté pour témoigner, pour en parler, parce que là, on diabolise le client, on n'a même pas cherché à savoir quelles sont ses motivations, hormis le fait que c'est un monstre. Donc, ce que je voulais aussi dire, c'est que vous employez des mots comme violence, comme travail sexuel, et on pourrait aussi, ce sont des mots, et c'est des choses qui sont difficiles à définir, et on pourrait très bien aussi définir ça comme un travail social intime. Pensez aussi aux handicapés qui, eux, n'ont pas accès à une sexualité pas forcément aisée, et où un travail social intime pourrait être d'une grande aide. Parce que vous avez beau dire que la sexualité, elle n'est pas nécessaire à la survie, elle est quand même nécessaire à la vie, moi, je pense. Et au-delà de ça, pensez aussi aux hommes qui se prostituent, parce que là, on n'en parle pas, et que ça existe, et aux femmes qui, du coup, payent des hommes. Et du coup, qu'est-ce que vous feriez de moi? Parce que moi, j'ai déjà pensé à payer un homme pour avoir des rapports sexuels. Alors, qu'est-ce que vous faites de moi? Je suis un monstre? Alors. Je crois qu'on n'a pas compris la fin. Pardon? J'ai encore une autre question ici, qui va dans le même sens. Je vous propose de l'écouter. Oui, je voulais... Allez, pardon. Oui, oui, c'était pour soulever également ce problème de la pénalisation du client, effectivement, de savoir comment... Est-ce qu'on met le client dans un ensemble homogène? Parce que, comme a dit la jeune femme, il y a des catégories de la population, peut-être des handicapés lourds, des personnes âgées qui n'ont plus de sexualité, peut-être des personnes aussi qui ne parviennent pas parce qu'elles sont disgracieuses, etc., à séduire. Il y a eu par exemple un film l'année dernière qui s'appelle Mince alors et qui a évoqué ce thème des personnes obèses qui n'arrivaient pas, qui n'ont plus de sexualité depuis des années et qui recourent à la prostitution pour essayer voilà, d'avoir ces moments un peu de sexualité. Et donc peut-être que je pose la question à Monsieur Théry, qui est, je crois, un militant des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a, comment on prend en compte peut-être un droit à la sexualité, et est-ce que ce droit il existe et comment on l'articule avec ce problème de la prostitution? Je vous remercie. Alors, pour répondre sur la question du droit à la sexualité, il n'y a évidemment pas de droit opposable à la sexualité, parce que s'il y avait un droit opposable à la sexualité, alors il faudrait que l'État ait les moyens de garantir, sous peine de poursuite, de garantir à quiconque le réclamerait de vivre sa sexualité. Autrement dit, il faudrait des bataillons de fonctionnaires ou de gens dédiés à la sexualité. Mais c'est pas drôle, puisque cette réalité-là, c'est celle des personnes prostituées, en fait. Donc non, il n'y a pas de droit opposable à la sexualité. Sur la question des personnes handicapées, on en a discuté depuis 2006 avec des associations de personnes en situation de handicap. Et de la même manière que j'entends dire il faut laisser parler les personnes prostituées, c'est intéressant de voir que ce ne sont pas des personnes en situation de handicap lourd qui revendiquent cette problématique. Qu'est-ce que nous ont dit les associations de personnes en situation de handicap? Elles nous ont dit nous voulons l'égalité. L'égalité
c'est la non-discrimination. C'est croire que nous sommes capables, comme tout le monde et que nous avons le droit, d'avoir des rapports sexuels comme les autres, et non pas que nous sommes une sous-catégorie de la population qui serait tellement dévalorisée dans vos yeux que nous n'aurions pas d'autre solution que de payer pour un acte sexuel. Ces personnes en situation de handicap nous ont aussi dit, ce n'est pas parce que nous avons un handicap dans notre vie que nous voulons être collectivement responsables d'imposer notre désir à d'autres personnes qui elles-mêmes sont victimes d'autres formes de vulnérabilité et de précarité. Cette idée, c'est une idée sociale assez précise et assez inquiétante pour moi, et c'est la réalité de la prostitution, c'est qu'il y aurait une minorité de personnes dans notre société qui seraient, entre guillemets, sacrifiées pour un droit opposable à la sexualité, pour répondre à la détresse d'une autre partie de la population. Ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre de manière respectueuse de l'ensemble ce problème. Donc les personnes en situation de handicap nous ont dit « nous ne voulons pas de la ghettoisation supplémentaire qui consiste à dire que parce que nous sommes handicapés, nous ne sommes pas capables d'avoir une sexualité comme les autres, de draguer, de séduire, et que nous sommes réduits à cette sexualité-là. » Alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient alors ce lobbying pour l'accompagnement sexuel puisqu'il existe. Eh bien, ce lobbying, il ne vient pas des associations de personnes en situation de handicap, il vient des institutions qui soutiennent ou accueillent les personnes handicapées, qui depuis 30 ans sont confrontées à d'immenses problèmes sur comment trouver une réponse satisfaisante à la sexualité des personnes handicapées, et c'est un vrai problème, nous ne le nions pas, mais qui justement n'ont pas trouvé la réponse, qui parfois ont trouvé des réponses qui sont absolument inacceptables, comme interdire les relations sexuelles entre personnes handicapées, notamment si c'est un handicap mental, qui recourent à la contraception forcée pour contrôler ce qui se passe dans l'institution. Donc ce sont des institutions qui sont en échec sur cette question qui est éminemment difficile, et nous en convenons, et nous en avons discuté, qui trouvent la solution miracle, et qui consiste à dire, eh bien, nous allons avoir un bataillon de personnes payées pour répondre aux désirs des autres. Sur le client, je voudrais dire une chose. On a parlé, madame, vous parliez de la diabolisation des clients. Mais dans ce que nous avons dit, il n'y a rien qui diabolise. Il y a au sein du mouvement d'Uni des personnes qui ont été clients de la prostitution et qui nous disent quoi? Qui nous disent, quand j'avais 20 ans, j'étais dans la marine et j'ai été client de la prostitution, et aujourd'hui ce sont des militants abolitionnistes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi j'aurais aimé, pour ma vie affective et sexuelle, pour connaître le plaisir, mais aussi avoir la chance de pouvoir en donner à quelqu'un d'autre, pour respecter l'autre dans son désir, pour connaître l'orgasme partagé, etc. J'aurais aimé que dans ma société, il y ait un repère qui me dise un acte sexuel unilatéral à sens unique, qu'on paye sans se soucier de l'autre, de son histoire, de son désir, ce n'est pas ça qui m'amènera à mon épanouissement sexuel. Donc ce n'est pas diaboliser les hommes, c'est le contraire, c'est donner une chance aux hommes d'avoir un autre ou un vrai modèle de sexualité qui est une sexualité qui n'est pas basée sur une inégalité. Cette inégalité, tant que l'argent sera au cœur de la relation, elle demeurera. Vous parliez aussi des hommes prostitués, c'est au moins 15% ou au moins 10% des personnes que nous rencontrons, que nous accompagnons. Je voudrais dire deux choses à ce sujet, en tout cas pour les plusieurs centaines et presque 1000 personnes prostituées hommes que nous rencontrons. Ils ont connu, comme les femmes, les mêmes violences sexuelles dans l'enfance avant d'entrer dans la prostitution, et donc il y a des parcours qui sont très semblables. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, contrairement à ce que vous sous-entendiez, l'écrasante majorité des clients d'hommes prostitués sont d'autres hommes et ne sont pas les femmes. Les clients sont à 99% des hommes, même quand les hommes sont prostitués. Donc je crois qu'il y a des hommes prostitués, il y a peut-être, moi je n'en connais pas, des femmes clientes, mais il ne faut pas oublier quelque chose, la prostitution fait partie d'une réalité qui est une tradition patriarcale, et cette tradition, elle veut, ou elle a voulu, que le corps des femmes soit mis à disposition des hommes et de leurs besoins prétendument irrépressibles. C'est l'histoire du droit de cuissage, c'est l'histoire du viol jusqu'à sa condamnation, du viol conjugal jusqu'à sa condamnation, du harcèlement sexuel. C'est aujourd'hui l'histoire de la prostitution qui veut que les hommes, qui ne sont pas des miséreux sexuels, puisque vous vouliez savoir qui ils étaient, nous en avons interrogé 500 en 2003, ils ont en moyenne autant, voire plus de rapports sexuels en dehors de la prostitution que le reste de la population. Ce sont des hommes mariés, en couple, ce ne sont pas des miséreux, ce ne sont pas spécifiquement des obèses, ce sont juste des hommes qui veulent continuer à avoir le droit de disposer du corps de l'autre sans se soucier ni de leur histoire ni de leur désir. Merci. Monsieur, Madame.
Je voulais juste dire que par rapport aux violences sexuelles, dans l'enfance, on oublie de mettre le mot d'inceste la plupart du temps sur ces violences sexuelles et que c'est peut-être important parce que dans le schéma patriarcal et la dévalorisation des filles, elle commence par une escroquerie terrible, c'est que des gens censés les aimer les tuent comme être ayant une valeur et que c'est une grosse préparation. Comme il y a la préparation militaire, il y a une préparation à la prostitution qui passe souvent par des incestes. Alors oui, et d'ailleurs je vous ai dit que les violences sexuelles qui sont commises sur les enfants, c'est 80% des proches, des personnes connues des enfants, et autour de 60% à l'intérieur de la famille. Donc c'est des violences qu'on appelle incestueuses. La loi du 9 février 2010, qui avait été votée à l'Assemblée, avait en fait du coup qualifié les violences, avait qualifié l'inceste. Parce qu'il n'apparaît pas directement dans la loi. Donc là, il était apparu dans la loi. Il était qualifié avec la qualification de violence sexuelle incestueuse. Et cette loi a été abrogée par le Conseil constitutionnel, exactement pareil que pour le harcèlement sexuel, avec une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a été abrogée le 4 septembre 2011. Mais là, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements pour dire son mécontentement et pour vraiment manifester contre l'abrogation de cette loi. La loi a été abrogée à la demande de quelqu'un qui avait été condamné pour violence sexuelle incestueuse et parce que la loi ne définissait pas suffisamment la famille. Donc c'est sur cette notion-là. Et pour l'instant, rien n'est fait. Donc cette loi-là est passée aux oubliettes. Alors que c'est important, quand on veut lutter contre des situations qui sont spécifiques, il faut les nommer. Ça, c'est vraiment important. Je voulais dire aussi une chose. Les personnes en situation de handicap, on travaille beaucoup avec les associations, effectivement, de personnes handicapées, dont Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui est une association de femmes handicapées, mais il y a aussi des hommes dans cette association. Et on sait qu'être handicapé multiplie par 3 le risque de violence, particulièrement de violences sexuelles. Donc on sait que des personnes qui ont des gros handicaps mentaux, il y a eu des études qui ont montré que près de 60% avaient subi des agressions sexuelles. Il faut savoir que si des enfants handicapés ont subi des violences sexuelles, ils ont une mémoire traumatique et ils vont mettre en scène des agressions qu'ils ont subies. Vous savez, les enfants, quand ils subissent des agressions, la mémoire traumatique fait qu'ils rejouent la scène. Donc ils vont avoir des comportements sexuels inappropriés, des propos sexuels inappropriés. Et c'est vrai qu'une des réponses de ces situations-là, qui peuvent durer du coup, particulièrement dans le handicap mental, même adulte, il peut y continuer à y avoir cette mise en scène. Une des réponses du coup qui est proposée, qui est une réponse effarante, ça va être de calmer ces productions de mémoire traumatique, donc en les anesthésiant, par une situation de violence, puisque, je veux dire, c'est pas au lieu d'apporter des soins à ces personnes-là et de calmer leur mémoire traumatique, on va la dissocier et l'anesthésier. C'est valable aussi pour les personnes âgées qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, qui au moment de leur perte d'autonomie se retrouvent avec une impossibilité de contrôler cette mémoire traumatique qui les a hantés, qui les a colonisés, et qui du coup vont avoir d'un seul coup des propos sexualisés, avoir des propos obscènes ou des comportements obscènes, et que personne ne comprend, et que tout le monde, vraiment, le plus souvent, on réagit par de la violence à ces situations-là, et on va aussi, là, les faire taire, et les anesthésier, en quelque sorte, en exerçant aussi des contraintes et des violences sur elles. Mais personne ne se pose la bonne question, pourquoi ? Pourquoi des adolescents partent en vrille ? Pourquoi ils ont des conduites à risque ? Pourquoi ils s'alcoolisent ? Pourquoi ils se droguent ? Il faudrait chercher à savoir ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on leur a fait. Merci. En fait, j'ai beaucoup de questions dans la salle, c'est pour ça. Alors, oui, Maud de Barbecue. Merci beaucoup. Je voudrais revenir un petit peu en arrière en vous renvoyant au titre de ce débat. Parce que nous avons parlé beaucoup de violence, violence notamment à l'égard des femmes. C'est vrai que c'est un phénomène qui en soi mériterait peut-être un débat à part. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas, qu'on exclut toute forme de violence lorsqu'il s'agit de la prostitution, mais je voudrais plutôt éviter une assimilation
du débat sur la prostitution à un débat sur la violence à l'égard des femmes. Ça, c'est la première chose. Et je le dis pour cause, je pense, parce que j'étais, en tant que secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, à l'origine d'une convention qui condamne la violence à l'égard des femmes, qui a été adoptée à l'unanimité par les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et lorsque les travaux préparatoires étaient en cours, bien sûr, on a recherché beaucoup la définition de cette forme de violence. Et je peux vous dire qu'on a trouvé malheureusement beaucoup de formes de violence à l'égard des femmes. La mutilation sexuelle, le mariage forcé, la violence dont a fait état le témoin de tout à l'heure. Mais la prostitution ne figure pas dans cette définition. Ce n'était pas un consensus entre les 47 États membres du Conseil de l'Europe pour en faire l'objet de cette convention qui est consacrée à la violence à l'égard des femmes. Donc, je pense que lorsqu'il y a effectivement violence et prostitution, il faudrait que le mécanisme pénal puisse se mettre en marche. Je ne suis pas du tout convaincue que la pénalisation de l'acteur, de la personne qui est le client, est la solution au problème. Et je renvoie aux remarques faites par le professeur Nizan avec le risque au risque de clandestinité et toutes les conséquences qui en découlent. Il se trouve que je suis hollandaise, donc je peux aussi comparer un petit peu ce qui s'est passé sur le plan législatif en Hollande et ailleurs. D'ailleurs, je trouve que l'exemple suédois est intéressant et je pense que tout le monde ici, dans la salle, devrait encourager, lorsqu'il y a un débat de ce type-là, de faire des études comparatives, voir comment les autres États ont abordé la question. Ce n'est pas un phénomène propre à la France, ça existe partout dans le monde. Cette question de la prostitution et qu'est-ce qu'il faut faire pour le combattre ou ne pas le combattre ou comment il faut accompagner le phénomène. Je voudrais quand même souscrire à la remarque qui a été faite tout à l'heure, c'est que lorsqu'on veut s'adresser à ce problème-là, on ne peut pas isoler la question de la pénalisation du client. Il faut avoir une stratégie nationale qui s'occupe surtout de la question de prévention. Parce que s'il est vrai que beaucoup de prostituées professionnels le font parce qu'ils ont subi la violence durant leur enfance, eh bien, il faut agir sur ce thème-là. Et là encore, je suis fière d'avoir été à l'origine d'une autre convention du Conseil de l'Europe qui concerne la convention contre l'abus sexuel des enfants, qui est malheureusement un phénomène terriblement répandu. Un enfant sur 5 en Europe a fait l'objet d'une violence sexuelle durant sa vie, y compris la violence commise à travers l'Internet. Donc il y a beaucoup de choses à faire en même temps, mais isoler une action comme la pénalisation du client, ça me semble une vision trop courte et pas efficace. Merci pour ce témoignage. Brigitte. Bonjour, je vais revenir un petit peu en arrière quand vous parliez de sacrifier une frange de la population au nom d'un droit à la sexualité. Personnellement, je pense que de la même manière que tout le monde n'est pas fait pour travailler à la chaîne, ou tout le monde n'est pas fait pour être technicien de surface ou ouvrier, tout le monde n'est pas fait pour être travailleur du sexe. Et je ne comprends pas trop au nom de quoi on dirait à quelqu'un qui préférerait être travailleur du sexe plutôt que hôtesse de caisse ou technicien de surface, qu'il n'aurait pas le droit de le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait sacrifier ces personnes-là et pas en sacrifier d'autres? Alors, est-ce que vous souhaitez répondre? En fait, la position que l'on défend, qui est une position abolitionniste, on ne dit pas que la personne n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que justement, en fait, il ne s'agit pas de pénaliser la personne qui se prostitue du tout. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer des actes sexuels
avec de l'argent. Voilà, c'est très différent parce que sinon c'est ce qu'on appelle la position prohibitionniste. Et souvent, il y a une confusion entre les deux. Et la France donc a réaffirmé sa position prohibitionniste qui est... Abolitionniste, oui. La France a réaffirmé sa position abolitionniste qui est en fait de ne pas favoriser tout ce qui est du système prostitueur, tout ce qui pourrait en fait justement favoriser la situation prostitutionnelle. Oui, juste pour compléter, je crois que vous nous avez mal compris. Ce que nous voulons, c'est exactement l'inverse de ce que vous nous avez prêté comme intention. Aujourd'hui, la personne prostituée est pénalisée. C'est le délit de racolage. Nous proposons de supprimer le délit de racolage. Et je précise, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui consentent, qui choisissent d'une certaine manière de travailler pour moins que le salaire minimal dans un contexte donné, de précarité, parce qu'elles n'ont pas de papier, etc. Est-ce que nous les condamnons pour cela? Non. Par contre, nous condamnons toute personne qui les payeront moins que le SMIC parce qu'on considère que c'est une exploitation. Il y a des personnes qui choisissent, qui consentent de se séparer d'un organe, d'un rein, parce qu'on n'en meurt pas, pour obtenir 5 000 €. Est-ce qu'on les condamne? Non. Mais on condamne toute personne qui achètera cet organe parce que nul ne doit être réduit à devoir sacrifier un organe pour vivre. Il y a des personnes qui consentent, qui choisissent comme vous voulez, c'est théorique, d'être ou de rester dans la prostitution. Est-ce qu'il faut les condamner? Non. Nous demandons la suppression de cette condamnation. Par contre, nous devons condamner ceux qui réduisent à cette situation. Je voudrais répondre aussi sur les questions du Conseil de l'Europe. La Convention du Conseil de l'Europe sur les violences n'inclut pas la prostitution, évidemment, puisque plusieurs États membres ne sont pas pour. Mais qu'est-ce que ça... Nous sommes beaucoup plus ambitieux que le Conseil de l'Europe. La France... Ah oui, je suis désolé. Nous sommes beaucoup plus ambitieux, et heureusement, parce que le Conseil d'Europe ou les Nations Unies, c'est le consensus des États et on ne va pas attendre le consensus. Alors je précise, la France, elle, à l'unanimité, son Assemblée nationale, le 6 décembre 2011, ça vaut pour la France, pas pour l'Europe, a écrit noir sur blanc que la prostitution était en soi une violence et que l'objectif de la société française, choisi démocratiquement à l'unanimité des députés de son Assemblée nationale, c'est viser à une société à terme sans prostitution. Premier élément. Deuxième élément, vous parlez du Conseil de l'Europe, je vais parler des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies, en 1949, le 2 décembre, un an après l'adoption de la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, cette Assemblée générale des Nations Unies a adopté une convention qui s'appelle la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Son préambule dit « La prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine. » Depuis la fin des années 1990, 2 États membres de l'Union européenne, j'ai fait mon mémoire dessus, je suis désolé, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui n'ont pas légalisé la prostitution, mais dépénalisé le proxénétisme, puisque la prostitution n'était pas interdite aux Pays-Bas. Ce qui est autorisé aujourd'hui, c'est d'exploiter la prostitution d'autrui. En retirant une licence d'exploitation dans sa commune, on devient un entrepreneur du sexe et non plus un proxénète. Donc les Pays-Bas et l'Allemagne, qui ont dépénalisé le proxénétisme, en 2000, se sont effectivement battus au sein des Nations Unies et du Conseil de l'Europe, Convention de Varsovie 2005, Protocole de Palerme 2000, pour faire en sorte, évidemment, que la prostitution ne soit plus considérée comme une atteinte à la dignité de la personne humaine. Pourquoi? Parce que ces États ont permis aux entrepreneurs du sexe d'en tirer profit. Or, aujourd'hui, 10 ans après, la police néerlandaise, l'Institut national, dans le rapport d'Alder de 2010, nous explique que 50 à 90% des personnes prostituées aux Pays-Bas dans l'industrie légale, qui reste moins importante que l'industrie légale, 50 à 90% des personnes prostituées dans l'industrie légale sont contraintes à la prostitution. Il y a un échec patent des modèles de dépénalisation du proxénétisme et c'est pour ça qu'il faudra retourner négocier, une fois que la France aura une bonne loi, en coordination avec la Suède qui a déjà adopté cette loi, la Norvège et l'Islande, un nouveau consensus international qui sera plus exigeant et qui inclura la prostitution dans les violences faites aux femmes. Donc nous sommes plus ambitieux que le consensus de 2005 du Conseil de l'Europe. On vous écoute. On vous écoute. Merci.
J'aimerais vous répondre, madame, donc je ne connais pas votre nom, pour vous remercier pour votre propos. Il me semble vraiment que ce serait très réducteur que de traiter le fait prostitutionnel uniquement par cet aspect de violence faite aux femmes. Si on a la gangrène dans le petit doigt, ça ne sert à rien de couper juste le bout du petit doigt, on est bien d'accord, c'est tout le corps qu'il faut traiter. Et là, il s'agit d'un fait de société qu'il faut traiter en regardant qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce dysfonctionnement-là. Et il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été abordés ce soir, je pense comme ça en vrac, à l'hypersexualisation des petites filles, par exemple, les Lolita, etc. Ça passe comme ça, et puis on fait les soldes maintenant, il y a trop... Bon, il y a encore beaucoup d'autres aspects, dont la précarisation des femmes, les foyers monoparentaux, les femmes qui sont obligées de se débrouiller, donc il y a aussi le fait d'une précarisation sociale. Il y a beaucoup d'aspects différents qu'il faudrait traiter et voir ensemble, et notamment aussi la question, ça concerne peut-être plus la France que les Pays-Bas, d'une certaine esthétisation du fait prostitutionnel qui ne considère pas du tout la question et qui évite d'aller au fond des choses. Alors, merci beaucoup. Alors, monsieur, vous patientiez. Merci beaucoup. D'abord, bonsoir, messieurs et mesdames, ou mesdames et messieurs. Bon. Merci pour toutes ces informations, pour la complexité que vous faites surgir, là, que vous faites émerger de ce sujet. Je voudrais faire une toute petite remarque, très rapide, très rapide. Cette dame a parlé tout à l'heure. Vous avez répondu, merci pour votre témoignage. Il ne s'agissait, à mon avis, pas d'un témoignage, sauf au sens grec du terme, martyros, martyr, il s'agissait d'un cri. Il s'agissait d'un cri, et ce quelqu'un a dit, je lance, oui, un appel au secours. Ne sommes-nous pas là, en face d'une responsabilité collective qui s'appelle non-assistance à personne en danger? Merci. Un débat au Forum européen n'est pas un lieu où on soigne, n'est pas un lieu où on vient en aide, est un lieu où chacun peut s'approcher comme vous de la complexité des sujets. Nous avons beaucoup d'appels à l'aide, beaucoup de gens qui exposent leur cas dans le cadre du forum. Et si à côté, avant, après, on est susceptible d'aider et les intervenants de la table le feront, vous l'imaginez pas publiquement qu'on peut prendre en charge ce genre de choses. Madame. Alors, je voulais changer justement un petit peu de registre après ce cri en disant que je suis une 68arde. En 68, on faisait l'amour et pas la guerre. Et je suis également sexologue. En 68, nous avions ce qu'on appelait des femmes de remplacement parce que nous n'avions ni le Viagra, ni les prothèses péniennes. Si bien que les sexologues, sous l'école de Master et Johnson, qui eux venaient des États-Unis pour faire des études comparatives et qui avaient également diffusé dans beaucoup de pays européens de la sexologie, avaient institué des groupes de personnes qui étaient donc des femmes de remplacement qui venaient en aide aux hommes pour leur handicap sexuel. Alors les handicaps sexuels, c'était les hommes qui n'arrivaient pas ni à rentrer en relation, ni à oser aborder une femme, ni à avoir une érection avec une femme. Je vous répète, on n'avait pas le Viagra, mais de toute façon, le Viagra était bien incapable de résoudre ce type d'inhibition à la relation sexuelle. Et ces femmes-là étaient des armées du salut du sexe. C'est-à-dire qu'elles parlaient dans les congrès, elles étaient donc éduquées pour savoir entrer en relation avec les hommes, leur apprendre à faire l'amour, et ça marchait très bien. En France, malheureusement, on est un petit peu pervers et c'est un petit peu déraillé en cela que certains qui ont utilisé ces femmes de remplacement ont commencé à faire des photos, à les mettre, il n'y avait pas Internet, mais à les mettre en publicité pour attirer le client. Et très rapidement, on s'est trouvé pris dans une espèce de controverse où effectivement, on ne savait plus si les médecins qui envoyaient ces hommes se faire prendre en charge par ces femmes-là devenaient des proxénètes et si ces femmes-là étaient des prostituées.
Je trouvais que l'exemple était très important peut-être pour réfléchir parce que effectivement du côté armée du salut, eh bien c'est vrai que ces femmes-là faisaient des choses remarquables, c'est vrai qu'elles étaient rétribuées, c'est vrai que c'était un travail, mais que selon l'intention que l'on a de porter un regard sur l'autre, il peut devenir soit prostituée, soit haro sur le baudet. Alors, écoutez, monsieur, finalement. Alors, je suis contre la prostitution, contre la violence sexuelle. Je suis contre la prostitution et la violence sexuelle. Comment peut-on qualifier une personne qui veut des relations sexuelles sans sentiment? Et avec de l'argent ou pas? Non, rien. D'accord. C'est sans argent. J'ai peur de vous déniaiser, monsieur, mais c'est la majorité des rapports sexuels. Oui, pardon. Bonsoir. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure la prostitution des étudiantes. Je voudrais savoir s'il était possible justement de revenir sur ce sujet. Elles n'ont pas été violées dans leur enfance. Elles ont un problème matériel évident. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être fait pour ces jeunes qui n'ont pas d'autre solution pour poursuivre leurs études que se prostituer? Isabelle Collot. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle forme de prostitution. Je crois que c'est important de souligner que la prostitution est multiple. Et je dirais que si elle est multiple dans ses formes, pour ma part, elle est identique dans le fond. Alors là, vous dites que les personnes prostituées étudiantes n'auraient pas été violées. Ça, on n'en sait rien. Je crois que si vous lisez Laura D, Mes chères études, c'est complexe. Essayez de décoder. C'est complexe. À l'association, pour le moment, on a eu l'occasion de rencontrer 2 d'entre elles. Eh bien, quand on échange avec elles, il y a effectivement les problèmes financiers, mais il y a aussi des problèmes de violence sexuelle, inceste en amont. Donc, c'est 2. Je ne peux pas dire, mais voilà, on n'a pas assez de recul. Et je crois que, voilà, même si la prostitution est différente dans ses formes, dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances. Je crois que Muriel, vous vouliez intervenir aussi? Oui, c'était pour dire un petit peu la même chose. Et on n'a pas encore d'études suffisantes, mais on peut tout à fait se poser la question du pourcentage de personnes dans cette situation-là qui a subi des violences sexuelles auparavant. Juste, je voulais rebondir aussi sur les femmes de remplacement. C'est-à-dire que là, on peut quand même s'interroger sur pourquoi, justement, ce sont des femmes qui vont aller au secours d'hommes qui sont en situation de difficultés sexuelles. On est quand même là, toujours dans les stéréotypes, où c'est la femme qui est l'infirmière, qui aide, qui va aller au secours. Or, on sait que quand même, les femmes souvent présentent des troubles de la sexualité importants, qui sont justement liés à toutes les violences qu'elles subissent, et qui vont coloniser leur sexualité et vont entraîner des comportements d'évitement. Et là, qui vient à leur secours? Enfin, pourquoi on est dans ce registre-là et pas dans l'autre? On vous donnera la parole tout à l'heure, Madame Bonnier-Bal. Bonjour, alors moi je suis étudiante et justement je voulais revenir sur ce que Madame avait dit avant à propos justement des étudiantes. Alors, j'entends totalement ce que vous dites sur le fait qu'il y a de la précarité, ce genre de choses, mais j'ai un peu du mal avec la vision un peu déterminisme sur le viol. Moi, j'ai été victime de viol et j'estime que le viol, c'est pas une fatalité et qu'on peut s'en remettre. Alors, je rejoins aussi peut-être un peu Virginie Despentes qui dit que, ben voilà, c'est vrai que ça peut entraîner tout ce que vous dites, les traumatismes, etc. Mais ça me gêne un peu quand vous dites que quand il y a des étudiantes prostituées, c'est forcément qu'elles ont été violées. Moi, je pense que s'il y a des étudiantes qui se prostituent aujourd'hui, c'est parce que l'État n'en a rien à faire de nous. L'État ne nous aide pas, ne nous donne pas de droits, pas de bourse. Et c'est la même chose pour toutes les femmes. On est moins payées, on est harcelées au travail. Donc, je veux dire, s'il y a un moment, on est obligé de recourir à des méthodes alternatives et cruelles et barbares, comme peut l'être la prostitution, c'est peut-être que l'État s'en fiche. Donc, moi, j'ai quand même un peu du mal là-dessus. Ensuite, je ne sais pas si vous avez entendu le propos du Stras qui est peut-être assez intéressant sur justement les femmes qui sont sans papier et qui sont prostituées. Elle propose la régularisation de ces femmes sans papier puisque souvent voilà, les proxénètes jouent là-dessus et tiennent leurs papiers et leur font des dettes, etc. Est-ce que ça ne peut pas être une solution envisageable ?
Et enfin, mon dernier propos, c'est à propos des dominia, qui sont des dominatrices professionnelles du bondage sadomasochisme et qui sont des prostituées. Le bondage sadomasochisme, c'est une pratique sexuelle qui ne s'effectue pas comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que là, c'est une pratique sexuelle où il vaut mieux aller voir quelqu'un de professionnel, que ce soit un homme ou une femme, et qu'on laisse justement, voilà, là, des rapports où peut-être la personne aura plus choisi. Merci. Alors, par rapport au viol, justement, je me bats pour que ce ne soit pas une fatalité, à la fois pour qu'on lutte contre les viols et qu'on ne soit plus avec ces chiffres effarants de viols. Bon, vous avez vu un petit peu, il y a 1 Billion Rising, là, le 14 février, où beaucoup de femmes vont se lever contre les violences sexuelles faites aux femmes. Donc, justement, on est dans le registre du droit, c'est-à-dire que ce sont des crimes, donc il faut absolument que les personnes aient accès à des droits, accès à des soins. Les soins, justement, c'est à la fois des soins médicaux, mais c'est aussi un accompagnement, c'est aussi ne pas rester seul, ne pas se retrouver en situation abandonnée, à devoir mettre en place justement des stratégies qui vont être hyper coûteuses pour la personne. Et c'est absolument pas une fatalité. Les troubles psychotraumatiques, justement, on en sort, mais il faut les soigner. Donc ça c'est une chose. Par rapport aux personnes en situation qui sont sans papier, ça fait partie justement de nos revendications, d'aider toutes ces personnes-là, de leur fournir des papiers. On est vraiment en plein dans le respect des droits, l'accès aux droits. C'est absolument nécessaire d'accompagner au maximum les personnes. Voilà. Pour préciser aussi sur ces 3 questions, donc sur la régularisation des papiers, la loi aujourd'hui conditionne l'octroi de papiers au fait de dénoncer son réseau de proxénétisme. Or, ce que nous constatons, les associations qui soutiennent ces personnes, c'est qu'on n'est pas forcément en mesure de dénoncer son réseau, surtout dans les délais qui sont impartis, qui sont beaucoup trop courts. On peut avoir peur de le faire, on peut être menacé, on peut voir sa famille menacée au pays, on peut ne pas être prêt psychologiquement à qualifier les faits et à dénoncer les réseaux. Et donc ce que nous demandons, ça a été repris par le rapport parlementaire, et c'est là où je précise une énième fois que nous n'avons jamais dit que notre seule préoccupation était la pénalisation des clients. Nous parlons bien d'un plan global. J'ai mentionné tout à l'heure les différents points. Donc nous demandons à ce que des papiers puissent être attribués aux personnes victimes de prostitution, y compris quand elles ne sont pas en mesure de dénoncer leur réseau. Cependant, il y a une précaution à avoir, c'est que vous êtes peut-être au courant que les réseaux de proxénètes, aujourd'hui, exploitent énormément les réseaux d'asile pour obtenir des papiers à des personnes prostituées étrangères qui, une fois qu'elles sont en situation régulière, vont être exploitées beaucoup plus efficacement que lorsqu'elles ne sont pas en situation régulière et que la police va les contrôler régulièrement et peut-être un jour leur demander si elles ont un réseau. Donc il faut être prudent, il ne faut pas conditionner à la dénonciation, mais il ne faut pas non plus donner des papiers à toute personne prostituée parce que malheureusement, les demandes sont téléguidées par les réseaux. Un autre point sur le viol et la prostitution, malheureusement, beaucoup de personnes prostituées ont connu le viol dans leur enfance, ou des violences sexuelles, ou des violences qui parfois ne sont pas sexuelles, mais qui sont traumatisantes, ce qui ne veut évidemment absolument pas dire qu'à l'inverse, toutes les personnes violées vont devenir prostituées. Ce qui ne veut pas dire non plus, heureusement, que toutes les personnes qui ont connu la prostitution ne pourront pas s'en sortir, et ça fait partie de notre combat. Un dernier point sur les dominatrix. Alors oui, il faut parler des dominatrix, et notamment du STRAS, puisque les personnes qui ont été à l'initiative du STRAS, et avant le STRAS du collectif Les Putes, s'appellent maîtresses. Vous connaissez peut-être maîtresse Gilda, maîtresse Zezeta, maîtresse Nikita, etc. Oui. Donc qui sont ces personnes qui ont créé le STRAS et qui se battent pour la dépénalisation du proxénétisme? Ce sont des hommes qui sont dans le sadomaso, c'est-à-dire qui sont payés par d'autres hommes pour les fouetter, les sodomiser, les humilier, et qui, évidemment, ne considèrent pas que la prostitution est une violence faite aux femmes ou une forme de domination, puisque ce sont des dominants. Donc les dominatrix sont ceux qui ont théorisé en France la prostitution libre, heureuse et choisie, mais malheureusement, ils ne représentent pas l'écrasante majorité de femmes prostituées et qui, elles, ne sont pas dans des situations de domination. C'est vraiment dommage que Chloé Navarro ne soit pas venue. On vous écoute, madame. Anouk Ronquier, je suis psychologue et j'ai travaillé quelques années au Mouvement d'Uni à écouter des
des personnes prostituées. Et je voulais juste apporter un tout petit peu de nuance, effectivement, dans la question de qui sont les personnes qui se prostituent au plan psychique. Évidemment, il y a, comme ça a été dit, énormément de personnes qui ont vécu des violences physiques, sexuelles. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont très carencées au plan affectif et qui se sont construites psychiquement de manière à ce qu'il y ait un rapport très particulier de comment j'existe dans le regard de l'autre, qui est quand même ce qui constitue l'humain. Et il y a un certain nombre de personnes prostituées comme ça qui ont, par rapport à cette question-là, quelque chose qui s'est construit de manière à ce qu'elles puissent n'exister dans le regard de l'autre que de manière très particulière et souvent trouvent dans la relation prostitutionnelle quelque chose qui les fait exister. Et ça, c'est terrible quand on cherche à les aider, à les faire sortir de là. Mais donc je trouve que c'était important de dire qu'il y a cette nuance-là. Il y a aussi des gens, des personnes qui n'ont pas effectivement subi de violence à proprement parler, mais qui ont subi une certaine forme de violence qui fait qu'elles ont une structure psychique qui fait que ce rapport-là est une violence pour elles, mais en même temps est leur manière d'exister au monde. Oui, c'est vraiment intéressant parce que justement dans le cadre de la mémoire traumatique, ce processus dont je vous ai parlé, il y a justement toutes les mises en scène que les personnes ont subies. Et dans le cadre de ces mises en scène, il y a des mises en scène où on donne le droit d'existence à une personne que si elle se soumet, que si elle est dans certaines situations, dans certaines positions. Et ça, ensuite, elle se construit, en termes de violence psychologique, elle se construit avec ses propos, ses injonctions, qui du coup deviennent des injonctions qui lui paraissent normales. C'est ce que je vous ai parlé aussi des phrases du style « tu ne vaux rien » ou « tu ne vaux que si ». Que si tu fais ça, que si tu te soumets, que si tu... Et après, ça continue à coloniser la personne. Mais là, justement, on doit être là pour l'aider à se décoloniser et pour dire que ces phrases ne viennent pas d'elle. C'est pas elle qui a construit ces phrases, c'est qu'on les lui a imposées. Elles parlent effectivement en elle, par l'intermédiaire de la mémoire traumatique, mais c'est pas les siennes. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir désamorcer ce système et les décoloniser. On se dirige tout doucement vers la conclusion de ce débat. Je propose à chacun de formuler le mot de la fin. Isabelle, éventuellement. Je vais peut-être prendre plus qu'un mot de la fin. C'est un petit témoignage d'une personne prostituée, puisque tout à l'heure, quelqu'un disait « elles ne sont pas là ». Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours une interrogation. Donc, je vous partage ce poème d'une d'entre elles. « Ne soyez pas dupés par moi. Ne soyez pas bernés par le visage que je présente. Car je porte 1000 masques et aucun d'eux n'est moi. Prétendre est un art, une seconde nature pour moi, mais ne vous méprenez pas. Pour l'amour de Dieu, ne vous y trompez pas. Je donne l'impression d'être bien dans ma peau, que tout est lumineux et imperturbable, que l'assurance est mon nom et que le toupet est un jeu, et que les eaux sont calmes et que c'est moi qui commande, que je n'ai besoin de personne. Mais s'il vous plaît, ne me croyez pas. De l'extérieur, j'ai peut-être l'air assuré, mais cette surface est un masque. À l'intérieur de moi, nul bien-être, en moi se trouve la vraie personne. Confuse, effrayée, seule, je panique rien qu'à l'idée que ma fragilité soit exposée. Je crée frénétiquement un masque pour me cacher derrière, une façade nonchalante et sophistiquée pour m'aider à prétendre comme un bouclier devant le regard qui sait voir. Et pourtant, ce regard est mon unique salut, et je le sais aussi, car il est suivi de reconnaissance et qu'il y ait de la chaleur. C'est la seule chose qui pourrait me garantir ce que je ne parviens pas à me garantir moi-même, que j'ai de la valeur. Mais je ne vous dis pas, car cela m'est égal. J'ai peur que vous pensiez que je ne suis rien. J'ai peur de vous voir rire de moi et votre rire me tuerait. Alors, je joue mon jeu désespéré, avec cette façade d'assurance au dehors. Et l'enfant, au fond de moi, tremble. Alors je commence par haranguer les masses, puis je vous déverse paresseusement des mots qui ne sont rien. Mais je tais tout ce qui pleure en moi. Aussi,
quand je retourne dans ma routine quotidienne, ne soyez pas dupés par ce que je vous dis. Je vous en prie, écoutez attentivement ce que je ne vous dis pas. Donc ce poème que je ne connaissais pas me rappelle une rencontre, et donc je vais finir aussi avec un témoignage rapporté. Il y a quelques semaines, j'étais sur les lieux de prostitution, donc en tandem dans le cadre de mon association, et je rencontre une femme bulgare qui, et je ne le savais pas, m'explique qu'elle a écrit un livre sur la prostitution avec un sociologue qui l'a beaucoup aidé. Et dans ce livre, elle écrit que la prostitution n'est en soi évidemment absolument pas un problème, mais que le seul problème, c'est le contrôle des frontières, et que le jour où les frontières seront libéralisées, les travailleuses du sexe pourront migrer normalement. Et donc on discute, et elle a peut-être été surprise, mais je lui ai dit, écoutez, votre livre m'intéresse, c'est passionnant, donc la prochaine fois que je viens, je serai heureux de le lire. Et j'avais déjà rencontré cette personne plusieurs fois, et donc elle m'explique cela. Et puis au moment où je pars, elle me connaît, et elle me tutoie, elle me dit, Grégoire, tu sais, parce qu'il y avait une voiture qui arrivait, je suis là depuis 8 ans, mais à chaque voiture qui passe, j'ai encore la boule au ventre. Ça voulait dire qu'elle a écrit tout un livre, elle a réussi à écrire tout un livre pour théoriser que la prostitution ne pose pas de problème, que le seul problème c'est le contrôle des frontières, mais elle tient quand même à me dire au passage qu'à chaque voiture qui passe, elle a la boule au ventre. Et pourquoi? Et c'est ça que je voudrais que vous gardiez en tête. Il ne faut pas oublier qu'on a parlé de prostitution dans la rue, appartements, sur Internet, etc. Mais la prostitution, c'est toujours une réalité. Il y a un moment, quand la personne monte dans la voiture du client, quand la personne ouvre la porte de l'hôtel, quand la personne ouvre la porte de son appartement, elle est toute seule face au client. Et donc il n'y a pas 36 sortes de prostitution, il n'y a que cette façon-là. Et ce que je voudrais dire pour finir, c'est que contrairement à ce qu'on dit sur la clandestinité, le jour où le client sera pénalisé et qu'il franchira cette porte, et la personne pourra toujours le recevoir parce que nous ne serons pas dans tous les appartements, mais quelque chose aura changé. C'est que cet homme, s'il veut imposer un acte sexuel sans préservatif, s'il veut imposer un acte sexuel que la personne ne désire pas, il est déjà en infraction. Et la personne a déjà un tout petit peu plus de pouvoir sur lui parce qu'elle peut lui dire « il me suffit d'un mot pour te dénoncer parce que déjà tu n'as pas le droit d'être là ». Et elle, par contre, ne risquera rien. Et donc c'est tout l'inverse de ce qu'on entend trop souvent, la pénalisation du client, même d'un point de vue très pratique, presque réglementariste, pour toutes les personnes qui seront encore prostituées, c'est une mini-garantie supplémentaire d'inverser un tout petit peu le rapport de force. Madame Sagluna, je rappelle simplement que vous allez publier un ouvrage chez Duno, donc pour poursuivre ce débat, notamment en lecture. Ça s'appelle le livre noir des violences sexuelles. Ça sort en avril. Oui, je vais conclure un petit peu sur justement le thème de ce livre, en tout cas, qui est vraiment la prise de conscience, le fait qu'il est hors de question de laisser des personnes subir des situations qui sont des atteintes très graves à leurs droits, à leur dignité, à leur intégrité physique, psychique, sexuelle, et qu'il faut se battre, et qu'il faut ne pas tolérer cette réalité-là, la voir telle qu'elle est, parce que c'est vraiment très difficile, parce qu'on parlait d'esthétisation justement de la prostitution, de la pornographie, et de voir derrière, d'accepter de voir derrière la vraie réalité de ces situations-là, d'aller voir derrière le discours qui peut être donné exactement comme ce qu'on vient de... Moi, je pense aussi à une jeune femme qui me disait comme ça, ouais, je suis une bombe sexuelle, toute jeune, et puis quand on parlait de comment ça se passait chez elle le soir, elle me disait, oui, je suis avec mes pluches en train de pleurer, et puis je passe des heures dans la douche à me laver. Voilà, c'est des réalités comme ça qu'il faut avoir en tête, et il faut plus laisser les personnes dans ces situations où elles subissent des violences extrêmes, où elles sont en grand danger. Il faut se mobiliser, voilà, et considérer que leur venir en aide, aller ne laisser aucune violence sexuelle s'exercer sur les enfants, comme on l'a vu, qui est un facteur de risque très important ensuite, et du coup leur apporter protection, droit et soins. Merci. Alors, à l'écoute de ce débat de ce soir, de notre débat, je me dis surtout qu'il est le reflet d'une société qui est en panne de représentation positive sur ce que c'est que la relation, une sexualité heureuse, épanouie,
sur le bon, le mauvais, qu'est-ce qui est constructif pour l'être humain ou pas. Et là, je crois qu'il y a un vrai défi. Il faut travailler sur les représentations, certainement en défaisant tout ce qui stigmatise ces femmes, en travaillant sur les représentations qui stigmatisent toujours certaines formes de vie, mais il faut surtout proposer d'autres modèles. Et là, je m'adresse aux organisateurs, là, le débat pour les années à venir, il faut aussi positivement poser le débat. Qu'est-ce que c'est que la relation ? Le message est bien reçu. Notre grand témoin, M. Nizan. Je dois dire qu'en tant que grand témoin, j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans ce débat, car c'était véritablement un débat. Et la chose que je mets en lien avec la prostitution, c'est une espèce de porte de sortie vers la prévention. Il y a quelque chose à faire en évitant que nos enfants servent d'objets sexuels aux adultes. Les pays du nord de l'Europe l'ont fait. Ils font au CP, à l'âge de 6 ans, des cours qui s'appellent « Touche pas à mon corps est à moi, tu n'as pas le droit de me laver entre les fesses quand tu me donnes le bain ». Et je pense que ces pays qui ont beaucoup moins d'abus sexuels et beaucoup moins d'inceste doivent permettre par là de limiter et de diminuer le traumatisme de l'enfance qui peut conduire à la prostitution. Et de ce point de vue, je pense que nous avons effectivement encore de très gros progrès à faire dans notre pays. Merci au public. Nous allons vous demander 5 petites minutes pour changer la table ronde et aborder celle du genre. Merci d'avoir été si nombreux et si pertinents. Merci.